Mesdames, Messieurs, Monsieur le député, l'Université Paris-Dauphine et l'association MPBS ont le plaisir de vous accueillir ce soir à la conférence Intelligence artificielle et démocratie. Depuis des décennies, l'intelligence artificielle abreuve notre imaginaire, que ce soit à travers les romans de science-fiction et le 7e art. Elle nous paraissait inatteignable, une rêverie. En 1997, Blue Deep matérialise son aube en battant Kasparov lors d'une partie d'échecs. Depuis, grâce au progrès technique, l'intelligence artificielle prend plus de part dans nos vies. Les data, leur gestion et leur mise en corrélation pour donner du sens sont devenus primordiaux. Parvenir à des prises de décision toujours plus rapidement est devenu un enjeu. L'émergence et la vitalité des GAFAS nous prouvent la pérennité de ce domaine. Souvent vu sous le prisme de la technicité, qu'en est-il de l'aspect social et démocratique? Quelles influences? Quelles conséquences? Norman, l'intelligence artificielle psychopathe, ou Sophia, le premier humanoïde obtenant une civilité, viennent nous interroger. Pour nous éclairer, ce soir, l'association MPBS a l'honneur d'accueillir Monsieur le député Pierre-Alain Raffan, spécialiste des questions ici, et terminant sa thèse de doctorat, dont la problématique est dans quelle mesure l'évolution de l'intelligence artificielle va-t-elle questionner le jeu démocratique? La conférence va se dérouler en 2 volets. La première partie, Monsieur le député déroulera son exposé, prendra la parole. Dans un second volet, un débat sera lancé avec l'audience. Nous vous remercions et je laisse la parole à Monsieur le député. Bonsoir, ça va? Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Chaleureux, hein. Même si vous ne vouliez pas. Au moins, je pourrais remercier Dauphine d'avoir eu une séance de sauna gratuite ce soir. Merci Dauphine, votre association, MPPBS, et M. Carillo qui nous a fait la gentillesse de bien vouloir nous accueillir sur ce sujet. Alors, je vais parler, on m'a dit qu'il fallait absolument se présenter. Je vais me présenter rapidement. Nous sommes plusieurs dans ma tête. Et comme chacun d'entre vous, la vie est faite de plusieurs vies. En sortant de la fac, j'ai été diplômé d'un... Je ne vous refais pas tout depuis le début, hein. Il n'y a que mon père qui connaît dans la salle, mais il connaît déjà un peu la vie. Mais en sortant de la fac, j'étais à l'université Marne-la-Vallée, informatique. Je suis rentré chez Accenture, j'ai bossé pendant 8 ans là-bas. C'était pas mal. Et après, j'ai décidé de créer 3 sociétés. 2 d'informatique et une qui est relative au management et sciences humaines. C'est pour ça que j'ai mis le petit bonhomme avec sa valise et ses idées. L'autre bonhomme, c'est la partie étudiant. J'ai 35 ans, toujours pas de coiffeur, mais je suis toujours étudiant. Et donc, je termine un doctorat en sciences humaines, mais à l'université de Montpellier, Paul Valéry. J'ai failli d'ailleurs faire ce doctorat à Dauphine, mais ça s'est joué à pas grand-chose. Je ne sais pas si c'était parce que c'était plus cher. Non, je plaisante. Rien à voir avec le prix. Non, c'est parce que la formation à Montpellier débutait 9 mois plus tôt, donc je voulais commencer tout de suite et donc j'ai débuté là-bas. En bas, il y a un petit bonhomme qui fait de la musique. Ça fait une vingtaine d'années, 25 ans peut-être que j'en fais. C'est toujours une bonne passion. 20 ans que je fais du taekwondo, vous pouvez le voir aussi en bas, c'est des petits bonhommes. Et j'ai été élu, pas par hasard, mais presque en tout cas, député il y a 1 an. Parce qu'un jour, j'ai décidé d'écrire une lettre à 5 personnalités politiques. Il n'y en a qu'une qui m'a répondu, qui était ministre de l'économie à l'époque. Et après, je suis rentré dans une espèce d'aventure, et puis paf, vous êtes élu. Là, je suis devant vous. C'est bizarre la vie, hein. En tout cas, c'est comme ça. Donc, M. Carillo l'a dit, le sujet de ma thèse, il fait vraiment bon ici, hein. C'est bien, c'est super. Parce qu'en plus d'échanger avec vous, on aura peut-être perdu 2-3 kilos à la fin de la journée. C'est toujours agréable. Donc si un jour vous faites une thèse, commencez toujours par dans quelle mesure, à ce qui paraît, c'est comme ça qu'il faut commencer les titres de thèse. Donc dans quelle mesure l'évolution de l'intelligence artificielle peut-elle questionner le jeu démocratique? Belle question, hein.
Pour l'intelligence artificielle, on part sur une définition, en tout cas c'était celle de ma thèse. Ah ça, vous êtes... Vous avez autant pitié de voir transpirer comme ça. C'est vrai que ces classes, ça fait genre de bosser toute la journée. On parle d'une IA, tout le monde sait ce que c'est. Hein. Vous êtes sûr hein? Ça fait pas plus de chaleur? Non, bon, ça va aller. On parle de systèmes ou d'un ensemble de techniques ou de théories qui permettent de simuler ou de réaliser de l'intelligence qui est en opposition à notre intelligence biologique. L'intelligence artificielle, finalement, c'est une addition du phénomène du big data. Vous voyez ce que c'est les big data, hein, masse de données, puissance informatique et compagnie, où on va ajouter des algorithmes pour pouvoir faire des prédictions. Et derrière, il faut toujours ajouter aussi une couche d'intention, parce que c'est ça qui fera tout le jeu de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Yann Lequin, vous connaissez Yann Lequin? C'est un Français qui est le patron de l'intelligence artificielle chez Facebook. Lui, sa définition, c'est l'intelligence artificielle, c'est la capacité à prédire. À partir du moment où on a un système qui nous permet de prédire des choses, alors on a un système d'intelligence artificielle en opposition avec cette intelligence biologique. Pour la partie démocratique, vous avez vu dans le titre, je parle de jeu démocratique. La définition de démocratie que j'ai utilisée dans ma thèse est celle qui est issue en fait des théories de Schumpeter. Vous connaissez Schumpeter? Schumpeter, il dit que la démocratie, c'est la capacité qu'a un peuple à choisir ses gouvernants. Tout est dit dans cette définition. Il faut avoir la capacité, donc déjà avoir ce qu'il appelle lui une couche technique, c'est est-ce que dans votre pays, on vous propose déjà un vote, techniquement? Oui ou non? Oui, merci en tout cas. Vous avez le droit de répondre. Hein. J'ai été si agressif que ça? Non. Il dit qu'il faut... Ouais, c'est ça, c'est peut-être le taekwondo, faut y aller mollo. Est-ce qu'on a une organisation technique d'un vote? Ça, c'est une première chose. Est-ce que derrière, on a le choix des candidats? Jusqu'ici, tout va bien, pour la France, en tout cas. Est-ce qu'on vous donne, en tant que citoyen, la capacité d'être assez informé pour avoir un choix éclairé? Là est la question. Et c'est là aussi où va jouer justement le rôle de l'intelligence artificielle. Et on peut aussi se servir de la théorie de Schumpeter sur la démocratie pour savoir si le résultat de votre vote va pouvoir faire en sorte de garantir des valeurs. Pour nous, c'est la République. Res publica, est-ce que les décisions qu'on prend favorisent l'intérêt commun? On ne va pas parler de politique ce soir, hein, je pourrais me faire taper dessus, surtout en ce moment. Mais ce qui me fait plaisir déjà, c'est qu'il y a plus de personnes ce soir que dans mes réunions politiques. En France, on est dans une démocratie indirecte, parce qu'il y a plusieurs régimes de gouvernance. Soit vous êtes dans un système autoritaire, vous n'avez jamais le choix, soit vous êtes dans une démocratie directe, c'est-à-dire que vous êtes consulté à chaque décision. Ce n'est pas fait encore, mais pourquoi pas un jour. Et démocratie indirecte, c'est le système de représentants. Donc vous avez des chambres. Là, on est dans un système semi-présidentiel ou régime mixte, c'est-à-dire que vous avez un président qui n'est pas le chef de gouvernement, parce qu'il y en a un Premier ministre, et en plus vous avez deux chambres, Sénat et Assemblée nationale. Et donc ce qui nous donne l'accès au vote, aux candidatures. Schumpeter s'interroge sur l'accès aux candidatures, c'est est-ce que tout le monde, par exemple ici, peut-être peut accéder à la candidature de président de la République? Ça c'est une vraie question, vous avez le droit de répondre. C'est vrai qu'il y a un premier filtre, hein. Il faut être majeur. Donc tout citoyen ne peut pas, dans un premier temps, accéder. Ça reste des filtres. Hein. Après, il faut obtenir, oui, j'ai entendu, des signatures. Un casier, un bulletin numéro 3 vierge, exact. Donc tout le monde ne peut pas y accéder. Hein. Et après, une fois que vous avez vos 500 signatures, on peut accéder aux 500 signatures sur 36 000 communes. Hein. Mais il faut un budget. Il faut quand même avoir un budget, en moyenne, c'est 22 millions d'euros.
Donc se pose la question de savoir si chacun d'entre nous peut aller voir une banque et de faire un prêt de 22 millions d'euros sur quelques mois. C'est des questions à se poser. Hein. Je pars de la théorie de Schumpeter. Hein. Parce que si vous dites, oui, regardez, on a un député qui nous a dit que, je ne vous l'ai pas dit en tant que député, je vous l'ai dit en tant qu'étudiant. D'accord? Non, s'il y a un truc, hein, sinon je ne vais pas être bien demain matin. Et j'ai abordé cette question avec 3 types de contextes. Donc il y a un contexte sociétal, c'est comment nous, en tant que citoyens, nos pratiques ont évolué, que ce soit au niveau technologique ou politique, un contexte technologique et un contexte politique, des pratiques des politiciens. Oh ben j'ai une télécommande et je vais vers mon PC, ça sert à rien. Vous avez déjà vu ces courbes? C'est l'évolution de l'abstention en France. J'ai pris volontairement 3 types d'élections. Il y a les présidentielles qui sont en bas en bleu. Au milieu, c'est les municipales et en vert en haut, c'est les législatives. En fait, depuis les années 70, l'abstention est en quasi-augmentation. Bon, il y a toujours quelque chose qui nous anime et nous amuse, c'est sur les présidentielles, mais l'abstention croît quand même. Municipales, constante augmentation. Législatives, on n'en parle même pas. On ne sait pas à quoi servent les députés, donc pas pourquoi on va aller voter. Ça en dit long sur le rapport des citoyens français, parce que je me concentre sur la France, au système politique. La première question à se poser, quand on questionne le jeu démocratique, c'est est-ce que nos pratiques démocratiques intéressent déjà nos citoyens? Visiblement, de moins en moins. Il y a une autre courbe que je n'ai pas mise là, mais qui est intéressante, qui est dans ma thèse, c'est la montée des civic tech. Vous voyez ce que c'est? C'est toutes les applications et technologies qui permettent d'interroger les citoyens en temps réel. En fait, il y a une activité qui croît, c'est-à-dire qu'il y a une demande de la part des citoyens d'être presque constamment consultés sur chacune des décisions. Là, on se rapprocherait plus d'une demande de notre peuple à de la démocratie directe. Donc ça interroge. Deuxième chose qui m'a interpellé, c'est le boom des objets connectés. Là, on est sur la partie à peu près technologique. Donc, il y a le cabinet Gartner, qui est à peu près reconnu, qui estime qu'en 2020, on aura 6 objets en moyenne connectés par personne, qui vont envoyer des données en permanence à des entreprises privées. Donc, on a le téléphone, ça, on est au courant. Il y a quoi encore? Il y a les montres. Qu'est-ce qu'on aurait? On a forcément les PC, les tablettes, les enceintes connectées qui connaissent un succès assez dingue. Comme ça, on est sûr d'être en écoute et sur écoute en permanence. Mais ça, on y reviendra plus tard. Et ce qui ferait une circulation de 50 à 80 milliards d'objets connectés en 2020. C'est pas mal, hein? Tout ça sont des informations qu'on transmet en temps réel à des entreprises privées. Il y a aussi l'utilisation des réseaux sociaux. Tout le monde a un compte ici, Facebook, Twitter ou autre. Qui n'a pas de compte d'ailleurs? Voilà. Ah, c'est pour ça que je l'ai invité. En France, il y aurait 33 millions de comptes sur Facebook, 19 millions sur YouTube, et puis ça va jusqu'à 7 millions sur les trucs qui ne marchent pas très bien, comme Pinterest, il y en a presque 8 millions. Qui a un compte Pinterest? Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Qui a un compte Facebook? Ah, on va parler de Facebook tout à l'heure. Peut-être que vous supprimerez votre compte à la fin de la session. Il y a un docteur de Stanford, Michal Kosinski, qui a fait une thèse là-dessus, l'analyse comportementale sur Facebook. Et donc il a démontré qu'en analysant 10 de vos likes, Facebook vous connaît mieux que vos collègues, 100 de vos likes mieux que votre famille, et 230 de vos likes mieux que votre conjoint, pour ceux qui cassent des choses à leur conjoint. Tout ça, c'est de l'analyse comportementale. Et à chaque fois que vous allez aimer quelque chose, discuter, ça peut aller très très loin sur Facebook. Hein. On y reviendra tout à l'heure, mais il y a des exemples assez sympathiques. Je suis dans les temps, monsieur Carillo. On est large, vous me dites. Hein. Ça, on est passé sur des nouvelles pratiques entre l'abstention et l'utilisation des réseaux. En technologie,
Ah, j'ai pas grandi, j'ai encore mis des images de manga, mais j'aime ça. En 70 ans, la puissance informatique a été multipliée par 200 millions de milliards. C'est pas mal, hein? Le premier PC, c'était le Z1. Il faisait une opération par seconde. Maintenant, les Américains qui viennent de battre les Chinois, ils font 200 millions de milliards d'opérations par seconde. Ça, c'est la puissance des supercalculateurs. Mais vous vous rendez bien compte qu'elle arrive jusque dans nos téléphones et dans nos ordinateurs. Qui est vieux comme moi? J'ai 35 ans. Qui a plus de 35 ans? Désolé, hein, je voulais pas... c'est l'expérience qui compte. Et à l'époque, moi je me rappelle, hein, mon père qui est ici, on installait des jeux sur ordinateur. Il nous fallait une dizaine de disquettes pour avoir un truc moche. C'est-à-dire un jeu de bateau, c'était 2 gros rectangles. Et vous entendiez boum et vous saviez que ça avait tiré, mais sans plus. Maintenant, dans les téléphones, ils sont déjà des milliers de fois plus puissants de ce qu'on avait à l'époque. Puis il n'y a plus besoin de disquettes, hein. Qui a connu les disquettes? Ah, quand même, hein. Vous êtes vieux. Ouais. Ah oui. Ah oui, il n'y a pas les souples. Il y a les souples aussi, hein. Ouais. Les 3 pouces. Exactement. Qui connaît le robot Todai? Au Japon, ils ont utilisé l'intelligence artificielle. Ils ont fait un robot qui est étudiant. Il a réussi à être admis dans plus de 500 universités. Il y a eu un échec, hein. C'est l'université la plus prestigieuse de Tokyo. Il a échoué à très peu de points. Mais sinon, il a passé tous les examens. C'est-à-dire qu'on lui a envoyé les examens, il les a analysés, les problèmes mathématiques. Il a fait son calcul et il a retranscrit comme un étudiant. J'ai vu la chercheuse qui a travaillé au mois de mai sur ce sujet. Elle nous a fait la démonstration de son robot. C'est flippant. Il est meilleur que 85% des élèves. Il prend le problème, il l'analyse, il va chercher les informations sur Internet, il fait ses super calculs, il retranscrit ça en être humain, il rédige, il est accepté à la faculté. C'est intéressant, hein? Ça, c'est une utilisation un peu assez marrante, mais en tout cas, ça reste un exercice. Alors, les Russes, ils ont une autre approche. C'est le robot Nerekta qui permet, par des réseaux de neurones, alors c'est mis en termes très politiques, hein, il permet la détection, l'identification et le traitement automatique des cibles. En gros, il n'y a plus besoin d'hommes pour tuer un humain. C'est ce qu'il nous dit. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, je vous présente mon épouse. C'est une des deux, hein, vous de choisir. Donc, là, on voit très bien que l'intelligence artificielle, quand on a une intention parfois bizarre ou discutable, peut atteindre des limites et avoir un impact assez sérieux sur le comportement des citoyens. C'est-à-dire que là, c'est une personne qui n'a pas d'empathie et qui n'hésitera pas à traitement automatique des cibles. C'est intéressant, hein? Donc ça, c'est en Russie, c'est Kalachnikov qui fait ça. Ah, aux États-Unis. Alors, les États-Unis, c'est un peu la fête du slip. J'ai mis que c'était la Justice League. Je vous avais dit que j'avais pas grandi. Vous connaissez tous les GAFA. Donc c'est ceux qui vous piquent vos données. Enfin, vous leur donnez d'ailleurs. Ce qui est marrant, c'est vous prenez le cas d'Apple. On a le droit de citer des marques? Bon, de toute façon, c'est fait. Oui, bon, ça c'est pas... Apple, on leur donne plein d'infos. On leur donne aussi notre numéro de carte bleue et notre empreinte. Et à chaque fois, on rajoute 1000 € pour acheter un nouvel iPhone. C'est toujours intéressant. Donc ça, c'est les 4 sociétés les plus puissantes. Il y a un article qui est sorti la semaine dernière. Amazon et Facebook, donc ces 2 sociétés, sont plus riches que la France entière. Et elles ont des sociétés qui ont des ambitions, ce qu'on appelle des ambitions démiurgiques. Elles ont des stratégies d'État. Vous connaissez Elon Musk et SpaceX. Il faut se mettre dans l'idée de dire, moi je ne veux plus vendre un produit, maintenant je vais aller conquérir une autre planète. Il a aussi fait Neuralink. Vous connaissez Neuralink? Non? Il s'est dit, comme on va se faire peut-être bouffer, pardonnez-moi l'expression, par des robots, ce qu'on va faire, c'est qu'on va implanter des puces dans le cerveau des humains
pour qu'on ait des meilleures capacités mentales et cognitives. 13% des Chinois sont prêts à implanter des puces dans le cerveau de leurs enfants pour qu'ils soient plus intelligents que les autres. 13% d'un milliard, c'est ça? Ouais. Vous faites le calcul. C'est pas mal, hein? Donc il y a des personnes qui sont prêtes à se greffer des puces. On va y arriver, c'est ce qu'on appelle le transhumanisme. La dernière société, vous connaissez ce logo? C'est Calico. Calico, c'est une société c'est une filiale d'Alphabet. Donc c'est l'ancien Google, hein. Objectif de Calico, c'est éradiquer la mort. Ça va comme objectif, non? On veut tuer la mort. Nanotechnologie, biotechnologie. Ils se disent, on va implanter des nanotechnologies dans le corps humain pour avoir toutes les données en temps réel. Dès qu'on détecte un petit problème, on peut injecter un médicament. Sachez que si on peut injecter un médicament, on peut injecter n'importe quoi. Et il y a des personnes, parce que j'aime bien relever les phrases, qui ont des phrases un peu hallucinantes. Donc il y a Peter Thiel, qui est cofondateur de PayPal. C'était un pote d'Elon Musk, qui était cofondateur de PayPal aussi, qui lui dit qu'il y a une course à mort entre la technologie et la politique. Donc ça, c'est annoncé, hein. Il dit que la liberté n'est pas compatible avec la démocratie. Ça choque personne? Non, il n'y a pas de problème. Larry Page, Google, il dit qu'il y a énormément de choses à faire avec la technologie, mais le problème, c'est qu'il y a des lois qui nous empêchent de nous amuser. Oui, moi aussi, j'ai rigolé quand... Et il y a Friedman, qui est Google, il dit, au lieu de se plaindre des gouvernements, parce qu'ils nous embêtent un peu avec leurs lois, on va les concurrencer. Alors, il dit qu'il voudrait choisir les gouvernements comme on peut choisir un téléphone portable ou un parfum ou acheter un truc sur Amazon. Ça pose une question, c'est que si un jour, les sociétés privées ont des stratégies d'État et remplacent certains services de l'État, comme Maps, vous connaissez Maps? Donc la cartographie, à l'époque, c'était fait pour les militaires, c'était géré par les États. Maintenant, c'est l'inverse. C'est les États qui demandent à Google comment on trouve des adresses. Un citoyen pourra se poser la question de pourquoi il paye des impôts. Je ne vous donne pas d'idée pour les prochaines générations, mais je crois que demain matin, je vais me faire engueuler, moi. Et Kurzweil, qui dit qu'on peut, que ce serait cool de pouvoir télécharger un cerveau, entre guillemets, et que la vie privée est devenue une anomalie. Le pire, c'est qu'il a raison. Ça m'a gêné. Vous prenez un Américain et un Russe. Vous connaissez cette histoire? Non? Ils ont décidé de créer des chatbots ou des chabots, il y en a qui appellent ça des chabots, qui permettent de discuter avec quelqu'un qui est mort. Vous prenez le compte Facebook de quelqu'un qui est mort, vous analysez son comportement, son langage naturel, et puis vous discutez avec lui, parce qu'il a émis toutes ses idées, ses préférences, sa façon de parler, et du coup, finalement, il n'est pas si mort que ça, vu que vous discutez via Messenger avec. Moi, ça m'a un peu gêné. Ça gêne des gens dans la salle ou pas, ça? Vous pouvez lever la main? Il y en a que ça gêne pas, d'accord, très bien. C'est ce que je voulais savoir. Donc, technologiquement, déjà, on a plein d'idées. On peut sauver les humains, on peut avoir une meilleure santé, on peut faire des trucs un peu bizarres. Et en Chine, donc, on a l'équivalent des GAFA, qui sont les BATX. C'est 4 mêmes sociétés. C'est Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Big Data, quand on utilise le Big Data, il faut avoir un maximum de données. Donc eux, ils sont 1,4 milliard, c'est ça? Donc l'accès est assez rapide déjà. Pour concurrencer, on n'aura pas 1,4 milliard de profils disponibles en France. Récemment, ils ont testé un système dans des classes où ils ont mis des caméras qui analysent vos émotions. C'est-à-dire que si vous êtes déconcentré, fatigué, vous avez une note en moins. Et le professeur aussi a une note en moins parce qu'il n'est pas capable de vous réveiller. Ça dérange personne, ça. Déjà que nous, en France, on a émis l'idée d'évaluer les professeurs. On a quasiment des manifestations. Le jour où on fait ça, on ne sera pas... bref. Et en bas, qui connaît Black Mirror, Chute libre? Vous connaissez Chute libre de Black Mirror? Non? Bon, en fait, c'est un épisode de Black Mirror où il y a une dame, qui est l'actrice, là, et dès qu'elle rencontre quelqu'un, les gens se notent. Ça s'est bien passé, je te mets une étoile en plus, comme on fait sur
TripAdvisor ou TripAdvisor, ça dépend si vous parlez anglais ou pas. Et vous augmentez ou pas les notes de la personne que vous rencontrez. Bah, en Chine, ça existe maintenant. Ça s'appelle la note sociale. C'est l'État chinois qui a décidé de noter les citoyens. Donc on sait maintenant si vous êtes un bon ou un mauvais citoyen. Les autres peuvent vous noter et on analyse votre comportement dans les rues. On vous filme. Si vous traversez en dehors du passage piéton, vous râlez sur quelqu'un, vous jetez un mégot par terre, vous dégradez votre note. Et quand vous avez les notes les plus basses, vous n'avez plus accès à certains services publics. Ça va? Ah oui, oui, vous ne pouvez pas accéder à certaines écoles. Et les enfants, bah oui, c'est la même famille, donc le même ADN. Donc si vous êtes un mauvais parent, vos enfants ont des mauvaises notes. C'est intéressant. Hein. Bon, comme il fait très chaud, je vais boire un coup. Ah ben, alors les caméras ont la reconnaissance faciale parce que vous êtes fiché. Après, vous n'êtes pas obligé de noter des gens que vous ne connaissez pas. Hein. C'est plus difficile. Toi, tu as envie de noter des gens que tu ne connais pas? Toi, je t'aime pas, -4. Toi, je t'aime pas. Non, mais après, je sais pas, il faudrait aller tester le sujet en plus. Donc ça, c'est ce qui se passe à peu près dans le monde quand on utilise l'IA avec des idées plus ou moins farfelues. En politique, vous connaissez Casper Klinge? Non? Bah, c'est l'ambassadeur, c'est un ambassadeur danois, en fait, qui a été nommé pour discuter uniquement avec les GAFA. Donc le Danemark maintenant considère les GAFA comme des pays et des États. Il a un ambassadeur dédié. Vous pouvez chercher après sur Internet ce qu'il fait exactement. Ça donne un contexte. Hein. Un pays, mais une société privée à sa hauteur. Ça interroge. Ah oui, je voulais vous parler de marketing politique. J'ai pris une image presque au hasard. Un homme neuf, une France en marche. Je voulais parler du marketing politique. Merci. C'est très gentil de votre part. Ça fait maintenant presque 2 siècles que le système politique utilise du marketing. Donc on ne considère plus... C'est dur à dire ça. C'est l'étudiant qui vous parle. Hein. C'est une analyse sociétale de sciences humaines. On ne considère plus le citoyen en tant que citoyen. On va les séduire en tant que client. Ça a commencé en 1820. Il y a un préfet, à la demande d'un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Siméon. Bonsoir monsieur. Mon beau-frère. Ceci dit, si on est tout seul, au moins il y aura la famille. Oui, c'est son mari. Ça va. Bon. Tu veux aller là-bas? Très bien, on va te laisser passer. Sinon... Donc, non, mais c'est discret. Il y a le ministre de l'Intérieur qui a demandé au préfet, qui a envoyé une note en disant il faut pouvoir cartographier les électeurs selon leur profil, parce qu'on a envie de connaître leur prochaine préférence de vote. 1820. Là, c'est au XXe siècle, les politiques ont commencé, en tout cas même en France, ça a commencé aussi aux États-Unis avec Eisenhower, mais en France, chaque politique a commencé à embaucher des publicitaires. Donc on n'était plus dans le projet politique, hein. On était dans la séduction complète. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une vraie couverture. Hein. Il faut toujours mettre une photo du chef dans une présentation. Pour dénoncer nos pratiques politiques, Causeur avait élu Emmanuel Macron produit de l'année. On parle toujours de marketing politique. Hein. C'est ce qui va nous servir un peu après. Et ça, forcément, vous connaissez. Personne n'est passé à côté. Cambridge Analytica, ça fait partie des grandes sociétés de data brokers. Et leur job, en fait, ils achètent des données, ou un maximum, ou ils récoltent des données, un peu partout dans le monde. Et ils font des fiches sur chaque personne. Ils arrivent à récolter jusqu'à 5000 informations par personne.
donc vos descriptions physiques et compagnie, vos préférences religieuses, sexuelles, politiques, vos achats. Quand vous allez sur Facebook, ils savent ce que vous regardez, donc ce que vous likez, on l'a vu. Ils savent combien de temps vous arrêtez sur chaque photo, est-ce que vous appuyez, est-ce que vous zoomez ou pas, sur quoi vous zoomez. Ils connaissent tout. Et c'est ce qui permet après, quand vous allez sur leur site, vous regardez leur pub, ils disent ben, nous, on est capable d'influencer n'importe quelle opinion. Facile, vu qu'on connaît chacun. C'est facile de dire, ben, lui, si vous lui dites ça, il va dire oui ou non. Et elle, si vous lui dites ça, vous allez dire oui ou non. Il y a des sociétés qui ne sont pas françaises qui ont des fiches sur 95% de la population française. C'est intéressant. Hein, il y a un petit exercice. Qui a un iPhone dans la salle? Vous pouvez le prendre, s'il vous plaît? C'est ma femme qui m'a montré ça. Appuyez sur Réglages. C'est bon? Vous appuyez sur Confidentialité. C'est bon? Vous appuyez sur Service de localisation. C'est bon? C'est bien caché, ne vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Vous descendez un peu, vous appuyez sur Service Système. On y est? Vous descendez, vous appuyez sur Lieu fréquent ou Lieu important, ça dépend des versions d'iPhone. Normalement, vous devez remettre votre empreinte ou décoder. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a? En fait, il y a tous les lieux que vous fréquentez, et vous appuyez sur chaque lieu, il y a la date, votre heure d'arrivée, votre heure de départ, à la minute près. Ça s'appelle de la surveillance de masse. Donc vous avez le droit d'effacer votre historique et désactiver la fonction si vous le souhaitez. Et encore, ça c'est ce qui est accessible. Hein. C'est ce qu'on peut trouver en cherchant. Oui. J'ai pas cherché sur Android, mais il doit y avoir. Je vous invite à chercher sur Android et de m'envoyer la manipulation. Il faut absolument qu'on diffuse massivement ces choses-là. Parce que... Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Ah bah tout à fait. Tout à fait. Bon bah c'est avec des informations qu'on donne comme ça avec en se promenant un peu partout. C'est avec ce type d'informations qu'on arrive à alimenter ces fichiers-là qui permettent après de nous influencer. C'est marrant comme truc, hein. On aime bien ça, peut-être, je sais pas. Vous les connaissez, eux? Moi, je sais pas de quoi ils parlaient, mais... J'ai rien dit. Je m'interroge. Bon, bref. En fait, c'est les présidents qui ont le plus utilisé des data brokers pour pouvoir influencer et aller chercher ou optimiser leur campagne. Ils ont utilisé chacun près de 30 millions de dollars pour acheter des fichiers et dire ben, ces personnes, ça sert à rien, je ne vais pas aller les voir. Ces personnes non plus, ça sert à rien, je vais aller les voir elles. Parce que il y a l'objectif d'un politique qui fait du marketing politique. Il y a marqué un démocracible, c'est un jeu de mots qu'a proposé Antoinette Rouvois, qui est une docteure en sciences humaines. Ils ne veulent pas convaincre tout le monde. On ne veut pas convaincre les militants, on ne veut pas convaincre les opposants, on veut convaincre les personnes qui ont potentiellement une sympathie pour nous et qui ne sont pas allées voter. Donc on prend les registres des votes, qui sont accessibles à tout le monde, on compare au compte Facebook, ou aux fichiers qu'on a récupérés avec Cambridge Analytica, et on sait vous dire, bah, toi tu es plus de droite, plus de gauche, plus du centre, et en plus tu n'as pas été voté, donc je vais venir te voir. Et comme je sais ce que tu aimes et ce que tu veux entendre, bah, c'est encore plus facile. Et c'est comme ça qu'Obama a gagné 2 fois, et que Trump a fait basculer son élection, en arrivant à influencer uniquement 77 000 personnes aux États-Unis. C'est pas beaucoup, hein. Ils sont concentrés sur 3 États. Ils se sont dit les autres, ça sert à rien, c'est bon. C'est presque fait. Ah. Le monsieur du haut, c'est Norbert Wiener. Dans les années 50, il s'est interrogé sur la cybernétique. C'est comment les machines vont pouvoir influencer les gouvernants. Il avait même parlé de la machine à gouverner en 1948. Ça date pas d'hier, hein, mais il s'interrogeait déjà à l'époque
avec les flux de données et la technologie en disant « Ouh là là, ça va forcément impacter notre société ». Vous connaissez HAL 9000 hein, science-fiction adore ce type de scénario où il y a un robot à un moment qui commençait à dire bah, « L'humain est dangereux pour moi, je vais essayer de le détruire ». Heureusement, on a pu le débrancher à temps. Et 1984, Big Brother, vous l'avez déjà vu? C'est assez intéressant. Hein. On parle de ministère de l'information, ministère de la vérité. On parle de novlangue. Vous savez ce que c'est la novlangue? Ben, il y a du politiquement correct, il y a surtout une réduction de vocabulaire. Et on réduit absolument le vocabulaire et la conception des phrases pour réduire la pensée. Moi, ça m'a fait penser à Twitter. Si vous avez une pensée complexe, vous avez le droit qu'à 120 ou 200 caractères maintenant. Et maintenant, même le président des États-Unis fait sa politique comme ça. Il ne l'a pas écrit en 1984. Hein. Ouais. Ouais, novlangue. Ouais. Ça, c'est les problématiques. En fait, ce que j'ai voulu rechercher dans le cadre de la thèse, c'est qu'on sait que ça va bouleverser quelque chose dans notre société. Mais comment, en fait, on va pouvoir, nous, accompagner le bouleversement? Est-ce que ça va renforcer ou dégrader nos pratiques démocratiques? Bien, après, il y a quelques questions, mais je vous donnerai éventuellement le document. Et l'objectif, c'était de comparer la vision dans la thèse d'experts. Les experts, c'est des personnes qui se sont penchées sur l'intelligence artificielle, soit au niveau technologique, soit à très haut niveau politique, soit au niveau sociologique, ou des philosophes. Les comparer à la vision de l'institution, c'est-à-dire les députés, parce que notre rôle, c'est de mettre en forme des lois ou des projets qui permettent de protéger les citoyens. Le reste, on verra plus tard. Ça, il me reste combien de temps pour parler encore? 20 minutes, ça va. Ça ne vous intéresse pas forcément. Donc, j'ai réalisé 20 entretiens, 2 conférences. Je n'ai pas mis les noms, mais on a pu récolter les visions des responsables de laboratoires de recherche fondamentale de Facebook ou Google, par exemple, pour savoir ce qu'ils faisaient. On a interrogé plusieurs ministres, un président de la République, on ne peut pas citer son nom, et divers experts, des philosophes, des grands philosophes, hein, qui s'interrogent sur le comportement humain. Et qu'est-ce qu'ils disent? Alors j'ai relevé, on a fait des entretiens entre une demi-heure et 1 heure, ces personnes n'ont pas le temps, et on a pris des phrases clés qui nous ont déclenché quelque chose dans la tête, qui en disent long sur ce qu'on peut faire. Il y a un acteur du numérique qui nous parle de surveillance de masse, il nous dit que c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention. C'est un des GAFA. Hein. C'est un des GAFA qui vous dit faites attention, on peut faire de la surveillance de masse. D'autres qui nous disent, qui travaillent à très haut niveau en politique, ils disent oui, il y a du marketing digital, sauf que le problème du marketing digital, c'est qu'un produit, vous pouvez le revendre tout de suite. Un gouvernement, c'est pas pareil. Et c'est ce qui a influencé aussi le Brexit. Vous avez entendu parler de cette histoire. Quand on utilise un data brokers qui influence les gens pour dire à un pays sortez d'une union, il y a 2-3 impacts derrière. Et un autre qui nous dit que le métier de politicien étant modélisable, on est amené à disparaître. C'est voilà, c'est facile, easy quoi. Il y a un autre philosophe qui nous dit que les peuples sont conduits par les émotions et que l'idée de transformer ou d'être aidé par des machines est complètement naïf. Pourquoi pas? C'est des idées. Hein, et d'autres qui nous disent que en fait, ça va nous aider, nous politiques, à avoir moins peur ou à mieux vous consulter. Ce qui est vrai. Hein. Donc, dans toutes les interrogations, il y a du pour, du contre, et l'idée, c'est de faire une réflexion à la fin. Qu'est-ce qu'on a sur le transhumanisme? Ah, il y en a qui nous disent qu'on est déjà des humains augmentés. C'est vrai, vous avez des lunettes, vous êtes augmentés. Donc c'est bon, on peut mettre des puces, il n'y a pas de problème. Et pareil pour les pacemakers. Alors, cette phrase est intéressante. Les machines sont précises, rapides et stupides, les humains sont négligents, lents et brillants. C'est un GAFA qui nous dit ça, et qu'en fait, à terme, ce que ça veut dire, c'est qu'on sera toujours complémentaires, qu'il ne faut pas avoir peur, mais il faut juste apprendre les uns des autres. Waouh! Vous voulez apprendre des machines, vous? Qui va apprendre des machines? Super, on aura la discussion sur quoi après. En liberté, des États qui demandent à avoir accès à toutes les données, ça existe.
J'ai mis que c'était la Russie ou pas? Ah oui. Tant pis. Certains me disent qu'il faut s'interroger sur la loyauté de l'algorithme. Vous savez qu'il y a l'interrogation qui se fait sur les voitures autonomes. Quand on doit choisir entre tuer les personnes qui sont dans la voiture ou celles qui sont à l'extérieur, à qui on doit se référer. Et l'algorithme, il doit être loyal envers les personnes qui l'ont créé, qui ont acheté la voiture, ou celles qui sont dehors, qui n'ont pas acheté, ou celles qui ont les moins bonnes notes sociales. C'est des questions que les assureurs se posent, en tout cas à l'heure actuelle. Il fait très très chaud. Qui m'a donné ça? Très sympa. C'est utile, hein, ça sert. Sur l'éducation, on nous dit qu'à un moment, il va peut-être falloir en parler, éduquer tout le monde. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec l'iPhone. Il faudra aussi nous éduquer avec Android, s'il vous plaît. Le premier qui trouve a gagné. On ne sait pas quoi, mais on verra. Mais ce que nous disent les acteurs, c'est qu'à un moment, on est en train de passer à côté d'une opportunité, en tout cas dans notre pays, qu'il faut se réveiller un peu sur l'éducation, sur ce sujet. Là, on nous parle de biais. On a classé ça dans peur parce que parfois, les citoyens ont peur. Parce qu'il y a des scénarios un peu bizarres, on en entend parler avec l'intelligence artificielle, on va tous mourir, on va se faire arnaquer et compagnie. Mais finalement, on dit que l'intelligence artificielle, c'est juste un outil, à nous de savoir bien l'utiliser. Et les biais, c'est presque ce qu'il y a de plus dangereux dans ce qui nous informe. Qui a déjà tapé bébé sur Google? Vous tapez bébé sur Google, vous cliquez sur images. Il n'y a que des bébés à peau blanche. Mais si vous prenez finalement l'ensemble du monde, il devrait y avoir une majorité de bébés asiatiques. Donc il y a forcément des biais dans la construction, dans ce qu'on veut nous montrer. Est-ce que vous vous êtes posé la question, quand vous faisiez des recherches Google, qui priorisait et qui choisissait ce que vous voyez en premier? On va rarement sur les pages 8 et 10. Hein. Qui choisit les 4 premiers? Qui choisit dans vos téléphones, quand vous avez les articles, les 4 premiers articles qui s'affichent? Vous savez ou pas? Ben, c'est pas vous. Ben, on ne sait pas. On ne sait pas. C'est bien le problème. C'est bien le problème. Et ce qui peut être intéressant, c'est quand un acteur institutionnel qui travaille dans des ministères vous dit la 3e phrase. Oui, je pense qu'il sera possible de manipuler les gens à beaucoup plus grande échelle. Tranquille. Tout va bien. Bon, ça, c'était les experts. Il y a beaucoup plus d'entretiens, mais quand ma thèse sera publiée, vous aurez tout. Hein, je vous la ferai parvenir. Il y a je ne sais plus combien de pages d'entretien, mais bon, vous pourrez tout lire. Puis après, on a complété ça par un questionnaire que j'ai envoyé aux 576 députés. 46 réponses. Quand vous faites une thèse, c'est un très bon retour. Hein. On a près de 8%. On m'a dit que c'était très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, nos députés? Que vous avez élus, bien sûr. Qui est... Non, je vais rien dire. Je vous demandais qui a été voté, tout ça. On fera un truc après. Alors, il y a 93% des députés qui estiment que l'intelligence artificielle aura un impact sur nos pratiques démocratiques. C'est déjà rassurant. Hein, parce qu'avant, on n'avait pas cette proportion. Il y avait que des vieux. Non, j'ai pas le droit de dire ça. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne connaissent pas la valeur de l'impact. On ne sait pas si l'impact sera négatif, positif ou neutre. Moi, la proportion, 40% des députés ne savent pas si ne connaissent pas la valeur de l'impact. Est-ce qu'on va pouvoir renforcer la démocratie ou la dégrader? Ça interroge ou pas? Moi, ça m'interroge. C'est le but de la thèse. Hein. Wow, ça, c'est moche, mais c'est pas grave. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a une majorité qui est prête à intégrer l'IA dans les processus de prise de décision. C'est intéressant, hein? Une petite partie qui est prête à déléguer des décisions à un système automatique. C'est-à-dire qu'on prend l'analyse des politiques publiques, on prend les smart cities, on prend énormément d'informations, on connaît les préférences de chacun, on match les deux, ça prend une décision.
Hmm. Ouais, c'est intéressant. Hein. Que la plupart reconnaissent qu'on ne sait pas ce qui est fait de nos données et que la France n'investit pas assez, en tout cas en intelligence artificielle. Et puis à la fin, j'ai interrogé aussi des robots. Enfin, les robots, c'est Siri, Alexa, OK Google. J'arrive, bah, tiens, je vais les interroger, savoir ce qu'il y a dedans. Ça peut être intéressant. 2-3 phrases sympas. Les questions, elles sont en haut. Je dis, penses-tu que l'intelligence artificielle va questionner le jeu démocratique? Il y en a un qui me répond, bah, et voilà. Hop, il m'affiche des recherches. Et le deuxième qui dit, je suis désolé Pierre-Alain, je ne peux pas répondre à cette question. Ah. Penses-tu que la démocratie existe vraiment? Alors, j'ai plein de réponses. Hein. Chacun doit pouvoir faire entendre sa voix. On dit que l'erreur est humaine, mais parfois, même les intelligences artificielles peuvent bugger. Je fais de mon mieux. Et un autre qui me répond, bah, quiconque pense fait penser de Voltaire, au moins ça nous apprend des phrases. C'est classe. Hein. Et je n'en sais vraiment rien, Pierre-Alain. Ah. Que penses-tu de la démocratie? Chacun doit pouvoir faire entendre sa voix, c'est cool. Merci de me demander, mais ce que je pense importe peu. Honni soit qui mal y pense. Pensez à ces expressions que peuvent vous apprendre vos téléphones. Vous pouvez sortir ça en soirée, c'est intéressant. Et c'est votre opinion qui compte, Pierre-Alain Fayot. Est-ce que tu penses? Il y en a un qui dit, j'étais en train de me demander ce que je pouvais faire pour vous aujourd'hui. Encore plus Fayot. Et l'autre qui dit, je ne peux pas répondre à cette question. Bon. À quoi tu penses? Bah, je pense souvent à la nature. Ça montre tellement mystérieux. Saviez-vous par exemple que les koalas peuvent dormir jusqu'à 20 heures par jour? Bah, c'est marrant, hein, ils ont intégré l'humour dans les robots. C'est déjà ça. Pour qui dois-je voter? Oui, bah, autant y aller. Hein. Franco. Hein. C'est à vous de choisir pour qui vous votez. Je me contente de rechercher des infos. Hein. Et c'est une décision personnelle, Pierre-Alain, bien évidemment. Ah, ça m'a fait flipper. Est-ce qu'un jour tu pourras me détruire? Bonne question, Pierre-Alain. Et pas rassuré, hein. Bon, tout ça pour dire qu'on a plusieurs analyses, mais que sur la gouvernance en tant que telle, ce qui est intéressant, c'est que techniquement, on peut être remplacé en tant que politique, c'est pas un problème. Que les députés sont prêts à intégrer l'IA dans l'activité, mais les réflexions qu'on se pose, c'est finalement qui doit piloter le sujet et comment l'intégrer dans notre gouvernance. Là, il y a un mot que je rêve d'utiliser depuis très longtemps, je ne l'avais jamais dit en public, c'est la première fois, c'est est-ce qu'un jour on va se diriger vers des systèmes télépathocratiques? C'est un truc qu'il faut inventer. Si un jour vous faites une thèse, il faut inventer un mot. C'est la détermination des choix collectifs en temps réel. C'est-à-dire qu'un système peut récolter toutes nos préférences et nos envies en temps réel, avec les traces qu'on laisse sur Internet. À côté, on peut avoir des choix politiques qui sont décidés. Hein. Si on prend les smart cities, c'est les villes intelligentes. Donc je colle des capteurs, des caméras. J'arrive à savoir si une politique publique plaît ou pas à chaque citoyen. Et finalement, on n'a plus besoin d'aller voter. On sait ce que vous voulez. Et si vous changez d'avis, on le sait, on l'intègre dans un système qui prend des décisions tout seul. Pourquoi pas, hein? Allez savoir. Ça, c'est un triptyque. J'ai rien inventé là-dedans. C'est Edgar Morin qui en parle souvent. C'est que la première question aussi à se poser quand il y a des changements sociétaux, c'est à quel niveau on se place, nous, en tant qu'individus, et à quel niveau les décisions doivent être prises et avoir un impact. Et ce qu'il dit souvent, c'est que on pense de plus en plus à l'individu, de moins en moins à la société, on pense même plus du tout à l'espèce en tant que telle. Donc ce qui interroge, alors déjà, il y a des écolos dans la salle. Non, levez pas la main. Si l'écologie a du mal à être prise en compte de manière impactante dans les politiques publiques, c'est que finalement, on pense de moins en moins à l'espèce. Vous avez déjà entendu parler du Club de Rome? Dans les années 70, le Club de Rome avait donné une alerte en disant bah, si on ne s'occupe pas de la nature dans les 5 ans à venir, notre planète est perdue. Ça a changé ou pas? Moyen, hein?
qu'on pense de moins en moins à l'espèce. Pour le transhumanisme, c'est presque pareil. Il y a des scénarios bienveillants, d'autres malveillants. Repensez au petit robot de Russie, là. Robot de Russie, je suis pas sûr qu'un jour, si on code un truc bizarre dans son programme en disant bah, écoute, tue tout le monde et laisse que moi, on ne sait pas comment il réagira. Et ce qu'on se disait, il y a un point d'interrogation au milieu, c'est que finalement, on ne sait pas encore qui doit piloter le projet qui va nous amener vers le renforcement de la démocratie ou la dégradation. Une personne nous a dit ça en disant bah, c'est aux politiques finalement de porter le projet parce que les institutions sont là pour protéger les citoyens et consommateurs. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore intégré. Donc on a un vrai rôle à jouer en tant que politique. Ah ça c'est sympa. Hein, il fait. Ah mais tu fais bien. On peut tout ouvrir. Il n'y a pas de... Par contre, on ne saute pas. Hein. Et donc il y a tout un système de gouvernance à revoir entre les citoyens, qui ont une responsabilité aussi en tant que citoyens, hein, parce que les données, elles ne viennent pas toutes seules, dans les GAFA qui nous influencent après dans nos votes, que l'État doit protéger pour que le citoyen puisse après voter, et après, on doit s'appuyer aussi sur les entreprises privées, pour pas qu'il y ait de concurrence entre du privé et finalement du public, donc nous. Et tout ce système n'est pas encore, en tout cas en France, clairement réfléchi. Et heureusement, vous connaissez Cédric Villani, qui a commencé à alerter sur le système et qui traite ça à très haut niveau, parce qu'un des objectifs est d'avoir une régulation européenne, parce qu'en France, tout seul, on ne fera rien. Hein. C'est soit européen, soit mondial. Hein. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Donc il y a des régulations étatiques à voir, et il y a une partie d'éducation citoyenne à faire. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, mais il y a aussi bien d'autres exemples à voir sur ces sujets. Et on a préconisé plein de pistes. Hein. Là, c'est écrit en tout petit, mais c'est pas grave. Mais au-delà des investissements à revoir, on doit absolument éduquer aux enjeux de l'intelligence artificielle. On doit absolument faire évoluer nos pratiques démocratiques. Rappelez-vous des courbes de l'abstention qu'on a vues en début de session. On peut se permettre d'appliquer les lois. Vous avez entendu parler de RGPD. C'est la loi en Europe qui a mis le plus de temps à être votée. Le texte a été déposé en 2012, voté en 2016 pour application en 2018. Tellement il était dangereux pour les GAFA, il y a eu des phases de lobbying très très puissantes. Pourquoi pas mettre en place avec la CNIL des vérifications périodiques des algorithmes pour voir si ils ont été éthiques ou pas. Ça se fait pas encore, on pourrait donner la puissance là-dessus. Et qu'est-ce qu'on a fait de beau encore? Institutionnaliser des cours de philosophie dès le plus jeune âge. Éducation à l'esprit critique. Ça, c'est ce qu'on ne fait pas encore assez, surtout chez les jeunes qui se font beaucoup influencer. Et on commence les débats en terminale. Donc vous votez l'année d'après. Hein. Donc l'idée, c'est, ça on en a parlé aussi avec des philosophes, c'est de commencer à apprendre à débattre et à prendre d'autres points de vue et travailler cet esprit critique dès le collège, voire avant. Ça veut dire que c'est la fin, pas de l'humain, mais en tout cas de mon intervention. Je vous en remercie, puis on va passer au débat. Merci. Je suis presque à l'heure. Hein. S'il y a des personnes dans l'audience qui veulent prendre la parole, je vous transmettrai le micro. Vous êtes enregistré. Ah bon? On reprend après au GAFAS, non? Oui, on connaîtra vos préférences, votre langage naturel. Bon, d'accord. C'est pour les européennes. Ah ouais? Tu te présentes? Félicitations. Bon bah, avec nom et prénom et tout ça, c'est tout? Ah bah, présente, bah, profitant. Je sais pas si tout le monde te connaît là, mais en tout cas, moi non. Donc, ouais, vas-y. Je fais une thèse en informatique. Et Personne n'est parfait. Non, je plaisante.
Et j'ai fait des modèles un peu multi-agents autour des questions de gouvernance et de démocratie. Ouais. Donc, et en fait, ma première question, enfin, n'a pas un rapport avec ça, mais plutôt comment est-ce qu'on articule le fait qu'on commence de plus en plus à utiliser des algorithmes puissants, de plus en plus à utiliser des données. Comment est-ce qu'on articule ça avec les problèmes environnementaux que nous avons? Parce que tous ces calculs-là, ça sous-tend une utilisation d'énergie énorme. Donc, comment est-ce qu'on on met ensemble ces deux paradigmes, le paradigme technologique et le paradigme environnemental? Merci pour la question qui est très intéressante. À 2 points de vue. Une seule personne nous a parlé de ce sujet dans les entretiens. Heureusement d'ailleurs. C'était un ministre ou une ministre du ministère de l'écologie. Une seule personne. Et je me rappelle d'une personne qu'on a interrogée aussi, mais qui nous en avait pas parlé là, mais dans une autre conférence, qui s'appelle Jacques Attali, qui a presque sermonné de très très grands directeurs de très grosses entreprises, donc du G2000, hein, celles qui sont cotées en bourse, en disant grossièrement, pas bande d'imbéciles, hein, ça aurait été grossier, mais si vous devez vous servir de l'intelligence artificielle, pensez d'abord à la planète, parce que sinon, vous allez gagner de l'argent, mais vous n'allez pas vous en servir longtemps. Or, ce qu'on devrait préconiser, c'est d'utiliser justement, ce que préconise Villani, c'est de mettre l'IA au service de l'humain. Il faut mettre l'IA déjà au service de l'environnement. Et c'est un des sujets qu'on traite avec un de mes collaborateurs qui est Stéphane ici sur ces sujets. Et on va proposer justement un programme au nouveau ministre de la transition écologique sur ce sujet. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des algorithmes qui permettent de réduire la pollution de près de 40%. Donc ça demande beaucoup de puissance, mais on peut s'en servir aussi en disant on utilise beaucoup de puissance, mais ça pollue beaucoup moins. Donc pour moi, l'enjeu, il est là. Enfin, le premier enjeu de l'IA, il est là, vraiment. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Ah oui, oui, oui. Oui. Sauf dans l'espace, il faudra voir avec Elon Musk, si vous voulez. Pas de question, ouais. Merci. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc bonjour, Alexandre Mandil. Alors moi je suis avocat et en fait je suis spécialisé dans 2 secteurs j'explique pourquoi. Le premier, c'est droit du numérique, donc effectivement tout le RGPD, etc. est essentiel, la protection de la vie privée, la protection des données personnelles, etc. Et le deuxième aspect sur lequel je travaille beaucoup, c'est l'intelligence économique, qui est donc notamment qui sert à l'accroissement de puissance de la France, de l'Europe, des entreprises françaises. Et en fait, il y avait un paradoxe sur lequel je travaille régulièrement, c'est que pour que l'intelligence artificielle fonctionne, cela nécessite une accumulation, donc, comme vous disiez au début, gigantesque de données, justement de big data, etc., pour que les entreprises, pour que les outils d'intelligence artificielle puissent apprendre et justement être de plus en plus performants. Et à l'inverse, en Europe, il y a également donc le RGPD, qui est essentiel, évidemment, mais qui freine nos entreprises européennes aussi, dans le sens où les bases de données ne peuvent pas être constituées de la même manière, puisque évidemment, il faut une finalité. On ne peut pas collecter pour n'importe quoi et puis se dire on verra après ce que je ferai de ça. Or, c'est ce que font les Américains. Ils collectent, et puis un jour, ils se disent ah bah tiens, cette donnée, elle pourrait être utile pour ça. Et comment, parce que je n'ai pas la réponse, comment est-ce que déjà vous travaillez sur ces sujets en tant que représentant des Français, et d'autre part, comment vous envisagez ça justement, cette nécessité, comme disait, je vais citer Vladimir Poutine, il expliquait que la première puissance qui contrôlerait l'IA,
Voilà, c'est ça. Et donc ça me paraissait essentiel de voir comment est-ce qu'on peut à la fois protéger les citoyens, c'est-à-dire leur vie privée, mais protéger les citoyens, c'est-à-dire protéger la puissance de l'État ou l'Europe dans lesquelles ils vivent. Voilà. Mais j'ai pas de réponse non plus. C'est cool, hein. Non, non. Mais c'est peut-être la question la plus difficile politiquement. Et c'est pour ça que la loi, au niveau de l'Europe, a mis 4 ans à être votée, avec un test qui était dégradé hein, par rapport à sa version initiale, et avec encore 2 ans d'application derrière. C'est que le choix, il s'est posé au niveau européen en disant on met le curseur sur l'économie ou sur la protection des citoyens. Ce qui se passait jusqu'à maintenant, c'est que quasiment personne, dans la grande majorité, était au courant de ce qu'on pouvait faire avec des données. Donc dès que vous alliez sur un site, il y a des pages et des pages de conditions générales et compagnie. Donc on clique vachement vite hein, sur oui pour dire je m'en fous, moi je veux jouer, je vais acheter mon truc là. Et finalement, on prenait toutes vos données et vous étiez sur surveillance permanente pour mieux vous connaître et mieux vous influencer et vous revendre des choses derrière. Donc l'Europe, il s'est dit dans un premier temps, moi je protège mes citoyens européens. Après, la question va se poser maintenant du développement économique. C'est pour ça qu'il y a des investissements européens. En France, il y a 1 milliard quasiment qui va être posé sur la table pour le développement de l'IA, des clouds, souveraineté numérique, développement des startups qui vont permettre d'avoir des éthiques, enfin des développements éthiques, et positionner la France sur une autre vision de l'intelligence artificielle. Donc pouvoir faire du business avec une autre vision sans forcément filouter avec les données de chacun. Après, il y a d'autres questions qu'on a au Parlement. Il y a un député qui s'appelle Bruno Bonnell qui s'est dit mais ça se trouve, les données, elles m'appartiennent, c'est moi qui les génère. Donc c'est mon patrimoine. Donc si une entreprise utilise mon patrimoine, alors elle doit me rétribuer de l'argent après. Si elle revend mes données, elle me donne une partie. C'est discutable. C'est une vision des choses. Et ça, c'est des discussions qu'on a régulièrement donc, avec les députés qui sont concernés par le sujet et le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi. Donc le curseur, il est très très fin. Mais la priorité, c'est de protéger d'abord les Français et les Européens. Et on a très bien vu, s'il y a eu autant de lobbying en Europe, c'est que ça embête les GAFA. Donc ils ont perdu du business, mais ils ne peuvent pas se passer du business européen. Donc voilà, c'est une question qui est en constante évolution, mais on pourra rester en contact si vous avez des idées là-dessus. Voilà. Bah non, parce que tu as enregistré. Merci. Donc Théo Rochet, je suis étudiant ici en master et j'avais une question à propos quand vous avez abordé l'aspect sociétal autour des GAFA et de la démocratie. Et par exemple aux États-Unis, on voit que Mark Zuckerberg va sûrement se présenter en tant que président pour les prochaines élections. Et toi, tu fais du vrai prédictif. C'est vrai, c'est vrai. Ou imaginons, alors partons de ce postulat. Est-ce que ça représente un petit peu, d'après vous, justement l'utilisation des données, comme vous en parlez, un peu à son allégorie, c'est-à-dire que c'est le patron de Facebook qui a le plus de données sur Terre peut-être, qui pourrait être le président du pays le plus puissant au monde. Comment ce que vous en pensez en fait puis, j'ai pas de question très précise en fait, mais j'aurais pas de réponse très précise du coup. C'est pas grave. Vous aurez une piste, ce sera déjà. Non mais c'est vrai qu'il y a eu des rumeurs dessus. Bon, je sais pas si c'est vrai ou pas. Hein. Vu les investissements qu'il fait, oui, il a une stratégie d'État. Parce que Facebook a investi dans des nanosatellites pour pouvoir diffuser Internet sur toute la planète. Pour récolter encore plus de données. C'est cool, hein, c'est malin. Donc, ce serait un... Alors, je ne sais pas si c'est un risque. Hein. Il peut se présenter. La question se posera comment il se présente et s'il gagne, comment il a gagné. Oui, il a accès à tout. Facebook a plus de données sur la Terre que les pays cumulés en ont eux-mêmes. Donc, il connaît tout. Et c'est là qu'on a le curseur sur l'intention des personnes qui utilisent le big data et l'IA, justement, pour accéder au pouvoir. Ça pose des questions sur les ambitions de chacun. Et est-ce que ce serait une démocratie après ? Sachant qu'on peut nous influencer. Hein. Facebook utilise des dark patterns.
Dark pattern, c'est une façon de produire des algorithmes qui fait ils peuvent nous influencer comme ils veulent sans qu'on le voit. Avec des petits pop-up, avec des pubs qui s'affichent pendant 10 secondes. Ils savent quand vous vous connectez, il y a une pub qui s'affiche et après elle disparaît. Et ça vous a influencé, sans le savoir. Donc c'est un vrai risque. Le vrai risque pour la démocratie, c'est la manière de s'informer. Bonsoir, Bertrand Goffon, donc de la direction numérique à Dauphine. Justement, à propos d'influence, est-ce que au sein des députés et des sénateurs et des maires, et puis de vos députés européens, vous sentez que ce que vous nous avez présenté, les gens sont sensibles, viennent vous voir, vous et ceux qui sont qui ont une expertise en IA, ou finalement on vous laisse faire, vous êtes les experts, et puis ils ne comprennent rien, ils ne veulent même pas savoir ou comprendre? Les sénateurs, j'en ai pas parlé avec eux encore. Alors, il y a eu un très grand rapport qui a été fait par un député et une sénatrice il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Je ne sais pas si vous en avez pris connaissance, mais à la limite, je vous le donnerai à l'occasion, qui est déjà très puissant. Il y a énormément de préconisations dedans. À l'époque, ils étaient 2. C'était il y a 2 ans. Personne s'y intéressait il y a 2 ans. Ou très peu de personnes. Quand vous prenez les 2 chambres, très peu de personnes. On n'entendait pas parler. Là, chez les députés, on doit être une vingtaine à s'y intéresser. 2 il y a 2 ans, une vingtaine maintenant, un peu plus spécialisée. Il y a une écoute. Hein. Bon, déjà, il y en a 46 qui ont répondu. C'est déjà ça. À mon sens, ce n'est pas encore assez, parce que l'enjeu, il est énorme. Ça va arriver très vite. Il faut qu'on se penche vraiment sérieusement sur le sujet. Ce qui est rassurant, c'est que le président de la République a eu une intervention de 2 heures sur le sujet avec un programme politique associé derrière et des budgets puissants derrière. Donc il y a quand même un réveil. Et je pense qu'il faut accélérer parce que le but, c'est que l'Europe se réveille. Hein. Ce n'est pas que la France. Hein. Que la France puisse être leader sur le sujet avec l'Europe, mais il faut qu'on soit beaucoup plus. Et si ça ne passe pas tout de suite par les 576 députés restants, nous, on compte sur le réseau. Hein. C'est les citoyens, c'est le petit exercice qu'on a fait tout à l'heure avec l'iPhone. Bah, vous le faites dimanche midi autour du poulet frites, là, avec votre famille, qui le feront après, mais au moins ça interpelle. Et on a préparé aussi avec Stéphane, on n'a pas encore finalisé, parce qu'il nous manque une petite préface, mais un abécédaire qui sera à disposition des citoyens. Et on a pris donc 26 situations de l'intelligence artificielle avec les risques, les opportunités, et chacun pourra s'interroger et on fera des micro-débats publics avec les députés sur le sujet dans nos circonscriptions. Donc on participe aussi à l'éducation, parce que l'idée c'est que tout le monde se saisisse du sujet et y réfléchisse. Hein. C'est pas non plus du quotidien, on peut passer H24 dessus, mais il faut que ça commence à mûrir dans la tête de chacun. Il fait meilleur que tout à l'heure déjà. Hein. Bonsoir, François Lecomte. Je suis consultant dans une grande boîte de conseil en IT et je suis un ancien diplômé du master MPPBS. Je rebondis en fait sur ce que vous étiez en train de dire. Au sujet, il faut que la France et l'Europe se saisissent du sujet. Mais on voit qu'aujourd'hui, les grandes entreprises américaines qui maîtrisent l'IA sont des entreprises privées qui agissent pas forcément de manière concertée avec les États-Unis. On a des discussions par exemple sur Mark Zuckerberg. Est-ce qu'il va s'en servir pour devenir président? La stratégie de l'Europe et de la France, ce serait quoi? Ce serait que ce soit des États qui s'en emparent pour contrer des entreprises privées étrangères ou de faire monter des entreprises privées européennes pour affronter sur le champ numérique et le champ de l'IA les entreprises privées des États-Unis, de la Chine? Mais déjà, qu'un État concurrence une entreprise privée me gêne. Le concept même me gêne. Et l'inverse aussi d'ailleurs. L'idée de la France ou de l'Europe, c'est de se dire, déjà, on est très en retard. On ne pourra jamais rattraper la puissance des données, que ce soit de la Chine ou des États-Unis. C'est impossible. Par contre, il y a des nouveaux usages qu'on ne connaît pas encore. Il y a des systèmes de régulation qu'on ne connaît pas. L'idée, c'est de proposer une régulation internationale pour protéger l'espèce au final. C'est ça le vrai enjeu.
il y a du business derrière, et ça, les entreprises privées vont se faire plaisir. Mais en France et en Europe, il faut qu'on fasse émerger, oui, 2-3 champions, qu'on se pose la question de la souveraineté des données. Est-ce qu'on les héberge ici ou pas? Et après, c'est pas forcément vouloir concurrencer un Google ou un Baidu, hein. L'idée n'est pas là. C'est comment protéger les Européens et comment faire émerger en même temps des champions en travaillant sur l'éthique des algorithmes. Nous, on peut se positionner là-dessus. Et aussi faire revenir les Français à la maison, hein. Bon, après, je crois qu'il y a un petit problème de différence de salaire entre ce que peut proposer Facebook ou Google et ce qu'on peut proposer nous en France. Donc l'enjeu, il est là. L'enjeu est là. Bonsoir. Bonsoir. Plus près? Normalement. J'ai toujours... Ouais, c'est bon. Proche? Ouais. D'accord. Parfait. Alors, je m'appelle Célia Lococo. Alors, je suis venue avec une de mes collègues. On a un profil assez atypique. C'est qu'initialement, on est infirmière. Donc en service d'urgence et de réanimation. Et on est rentré il y a 15 jours à l'école des cadres de santé. Donc nous, ce sujet nous intéresse et on a une question. C'est concernant l'impact en fait, de cette intelligence artificielle dans nos services de soins par rapport à nous qui vont être futurs managers et responsables d'unité avec la gestion des données privées, des dossiers patients. Qui sont, au niveau législatif, c'est quand même très particulier. Et comment gérer cette innovation, parce que tout à l'heure vous parliez d'éducation, mais nous on est aussi beaucoup dans le tutorat, par exemple dans le recrutement de jeunes infirmières, de jeunes aides-soignants, comment sensibiliser nos équipes sur un premier point, et en deuxième point, comment lier innovation et restriction dans notre contexte qui est très complexe d'un point de vue économique et social. Ça c'est de la question, hein. Bim, dans les dents. Alors déjà, dans la BCDR, il y a une partie santé, hein, où là, on a réfléchi un peu sur le sujet. Alors, au niveau législatif, il y a eu des états généraux de la bioéthique qui sont terminés il n'y a pas très longtemps. C'est des débats qui ont eu lieu pendant 8 mois avec tout l'écosystème de la santé. Ça va arriver à l'Assemblée, il y aura énormément de débats parce que le curseur est là, hein. C'est de se dire, moi en tant que personne, est-ce que je veux bien partager mes données de santé au service de santé et à l'État? Très souvent, on nous dit non, je veux surtout pas. Et les personnes qui vous disent non, je veux surtout pas, ont des iWatch, c'est-à-dire qu'ils donnent leurs données de santé à des sociétés privées, mais pas à l'État. L'éducation va se faire parce qu'il va y avoir un débat public dessus. Et nous, on va en mener aussi dans nos circonscriptions, c'est comment éduquer le citoyen pour expliquer les enjeux, c'est-à-dire partager ces données pour aider la santé de la société, ça peut être bien, mais il faut qu'on vous assure, vous, en tant que citoyen, qu'il n'y ait pas de fuite. L'enjeu, il est dans la sécurisation des données. On va pas avoir le choix d'utiliser, à un moment, les données de santé pour pouvoir améliorer nos systèmes de santé. Il y aura après la télémédecine, les soins à distance, il va y avoir des capteurs un peu dans tous les sens. Parce que si on veut améliorer la santé des êtres humains de nos sociétés, on n'aura pas le choix. Mais c'est comment on le fait? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est pas éthique? Est-ce que je les revends? Oui, non. Est-ce que les services ont le droit de partager leurs données ou pas? Est-ce que les mutuelles, les assurances vont y avoir accès? Parce que l'enjeu est là, hein. Aux États-Unis, il y a une société d'assurance qui a collé aussi des capteurs cardiaques dans les sièges de voiture. Est-ce qu'ils arrivent à détecter les infarctus une petite minute avant? Ce qui permet d'éviter des accidents de voiture, et ça leur coûte moins cher. Ce n'est pas forcément une priorité éthique, hein. C'est-à-dire qu'ils envoient des secours avant qu'il y ait un big crash. Est-ce que c'est une utilisation éthique? Oui, non. Est-ce que ça a pu sauver des vies? Oui. Et donc, c'est pour ça qu'on doit réunir tout l'écosystème, mais c'est le citoyen à la base. Et après, aux représentants de la nation au niveau légal, hein, on va dire, ça, on peut faire, parce que le citoyen aussi l'accepte et que c'est bon pour le pays, parce que ça protège. Et ça, par contre, on met des limites, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait du secteur privé qui dise « Ouh là là, disons, il y a monsieur ou madame, là, apparemment,
la santé, ça va pas top top, donc son crédit, on va pas lui filer. Ça peut arriver, hein. Il y a déjà des bilans de santé. Personne ne travaille dans la banque. Non, les banques, avec le big data, par exemple, c'est pas la santé, hein, arrivent à prévoir des divorces 6 mois à l'avance, en étudiant les habitudes de consommation. C'est intéressant, hein. Et si ma banque aussi, elle se dit, bah, tiens, il a un bilan de santé pas très dingue, je vois qu'il s'est désinscrit de la salle de sport et il utilise aussi beaucoup sa carte pour aller à McDo, bah, il mange mal, il fait pas sport, moi je lui donne pas un crédit sur 25 ans. Hein. Parce que d'après le Big Data, les personnes qui ont suivi ce cheminement, ils claquent dans les 3 ans. Bon, ça peut être une réflexion. Donc ça va passer à l'Assemblée nationale dans les 2 ans à venir, là, parce que c'est un vrai enjeu. Oui. Vous savez quoi? Le plan santé sera annoncé demain matin à 11 h par le président de la République. Non, c'est rien. Donc, il y a mes collègues de la commission des affaires sociales qui sont invités à l'Élysée demain matin parce qu'il y a le plan santé qui est annoncé. Mais de ce que nous, on discute en tout cas en interne, c'est que la volonté, c'est qu'on démocratise justement la télémédecine et les accès à distance. Il y a des startups françaises qui ont été même présentées à Las Vegas l'année dernière, où il y a des cabines qu'on peut installer un peu partout en France, qui sont des cabines mobiles. Vous rentrez dedans, il y a un check-up qui est fait. Et si on sent que ça sent pas bon, alors vous êtes connecté tout de suite à un médecin qui vous parle, qui fait un diagnostic approfondi, et on peut envoyer potentiellement des secours, avoir des prescriptions. Donc ça va se développer. Après, il y a l'acceptation du citoyen et le niveau légal. Exactement. Ouais. Mais on n'a plus le choix de développer parce qu'il y a un problème avec le numerus clausus, on a un problème de nombre de médecins. Donc ça, à un moment, il va falloir prendre des décisions, soit on arrête les numerus clausus, mais il peut y avoir d'autres problèmes derrière. Et en parallèle, il faudra aussi démocratiser ces nouvelles pratiques. Ouais, je crois que c'est allumé. Voilà, c'est bon. C'est bon. Oui, en fait, je viens de terminer une thèse de santé publique et j'ai travaillé donc pour le premier groupe européen d'EHPAD. Et donc j'ai travaillé sur leur data warehouse et j'ai utilisé en fait les comptes rendus de soins des personnels, donc entre l'équipe du matin et du soir. Donc c'est pour répondre à madame. Et donc j'ai fabriqué 28 syndromes, dont hospitalisation et décès, et donc 28 syndromes qui touchent les personnes âgées. Et donc j'ai fabriqué une cohorte aussi. En 7 ans, j'ai suivi 45 000 personnes et j'ai fabriqué plein de modèles dans tous les sens. Et en fait, on peut vraiment faire des choses. Le tout, c'est de savoir exactement ce qu'on veut faire, comment le faire, bien le faire, et vraiment réfléchir chaque jour, en fait, à sa communication vis-à-vis des personnes, des personnes dirigeantes, parce que, par exemple, dans ce groupe, il y a des intérêts financiers colossaux, et il y a déjà plein d'outils qui fabriquent toutes sortes d'indicateurs économiques, et moi, si je veux, je peux fabriquer des indicateurs de santé. Et c'est ça que je veux fabriquer. Mais c'est très compliqué à faire parce qu'il faut tout le temps le voyer pour pouvoir arriver où on veut. C'est-à-dire quelque chose d'éthiquement correct. Et c'est très compliqué à faire. Et voilà. Donc pour l'instant, je suis en post-doc. J'ai une petite allocation jusque fin février. Et je dois réfléchir, est-ce que je continue à travailler avec l'UVSQ ou est-ce que je bascule de l'autre côté, du côté obscur de la force, pour pouvoir gagner ma vie et travailler correctement tout en restant éthique. Voilà, donc c'est très compliqué. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, j'ai pas vraiment de questions. C'est simplement que je voulais partager ça parce que avec tout ce que vous avez dit. Et je pense, oui, c'est vraiment le devoir du citoyen de travailler sur son éducation digitale. Moi, je le fais de mon côté. J'essaie de travailler avec tout ce que je peux.
Mais il y a un programme qui a, suite aux annonces de Macron sur le sujet, qui a été monté entre le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche, justement pour pouvoir déjà débloquer des budgets pour ce type de recherche, justement. Et je ne sais pas si vous avez été en relation avec le ministère de la Santé sur ces sujets ou pas. Non. C'est intéressant. Parce que c'est très compliqué. Hein. Je suis pas. Le côté obscur, c'est compliqué, oui, ça, Ouais. je vous confirme. Parce que je suis pas dans la bonne tranche d'âge, j'ai pas le bon profil. Voilà, je suis pas dans le circuit. C'est ce que vous nous faites croire, mais moi j'y crois en tout cas. Okay, bah merci, c'est gentil. On va continuer. Bonsoir. Donc moi, je suis Florine Cordier, je suis un peu une thésarde du dimanche. Je tiens un blog politique sur, c'est un peu ça, sur des nouveaux systèmes démocratiques. Et je rebondis sur un point de votre présentation, qui est de réfléchir sur les modalités de la démocratie, puisqu'on se rend bien compte qu'il y a des systèmes démocratiques qui vont être plus ou moins résilients en fait, à l'intelligence artificielle. Et notamment, je pense au système démocratique actuel, qui est un système à scrutin majoritaire. On se dit que le jour où ça devient communément admis qu'on peut manipuler l'opinion pour élire un peu qui on veut. Personne ne dit ça. Personne ne dit ça. Pardon. Le gouvernant élu au scrutin majoritaire n'aura plus aucune légitimité finalement à gouverner, à décider à la place de tous les autres, quoi. Et donc, je voulais savoir s'il y avait, si vous allez lancer des groupes de travail sur le sujet. Voilà. Il y en a un à l'Assemblée nationale qui s'appelle Démocratie et e-démocratie, dont je suis le vice-président justement. Et on travaille alors avec des associations. On n'a pas eu de blogueur ou de thésard du dimanche encore, mais c'est intéressant qu'on vous interroge là-dessus. Et l'idée, nous, c'est de capter cette attention, capter les volontés et capter les nouveaux modèles. Parce qu'il y a une grande demande sur les pétitions, sur les civic tech, sur de nouveaux modèles pour que le citoyen soit consulté beaucoup plus qu'avant. Parce que là, un citoyen, on le consulte quand? Une fois tous les 5 ans, hein, quasiment. Enfin, au niveau étatique. Donc on consulte une fois et après, on travaille et on voit ce qui se passe. Et il y a une demande des citoyens d'être consultés beaucoup plus souvent, de pouvoir porter des nouvelles idées de loi ou de pratiques. Donc ce serait intéressant qu'on puisse vous interroger dans ce cadre-là, avec mes autres collègues. Quelle galanterie! Non, non, très très bien. Très, très bien. Comme ça. Du coup, je me présente. Je suis étudiante en master à Dauphine. Ma question, ça revient vers la première question sur du coup l'écologie. Oui. Donc, sachant que les mouvements écologistes, qu'ils soient politiques ou non, militent activement en prouvant les impacts à moyen et long terme du changement climatique, est-ce que vous pensez honnêtement qu'il est possible, in fine, de concilier l'environnement et l'intelligence artificielle, voire les high-tech, en utilisant l'argument de la survie de l'espèce? Et si oui, quelle démocratie ou quel modèle politique pourrait en émerger, voire quelle organisation de société? Alors ça, c'est une nouvelle thèse, hein, c'est ça que je dois faire? Ok, ouais, d'accord. J'ai compris. Oui, j'y crois. Oui, c'est pour ça qu'on lance des travaux là-dessus. C'est pour ça que monsieur... Beaucoup n'y croient pas, en fait. Ah, moi, j'y crois. Et c'est la première utilisation à faire. Hein. C'est pour ça qu'on la présente là. Et ça nous sert aussi de support pour aller voir les ministres concernés, et notamment le nouveau ministre de la Transition écologique, à qui je dois envoyer un SMS sur ce sujet et travailler sur ce sujet, justement. Donc oui, j'y crois. Après, sur les nouveaux modèles, on parle beaucoup de nudging, de nudge. C'est comment, après, pouvoir inciter chaque citoyen à prendre sa part aussi sur ce sujet, avec un accompagnement d'une politique publique. Hein. On m'a offert récemment un livre qui s'appelle Zéro déchet, c'est ça? C'est comment transformer toutes nos pratiques pour nous, en tant que citoyens, déjà moins polluer. Alors moi, j'ai mon épouse qui est là, qui me dit « Je ne veux plus qu'on aille en course avec des sacs plastiques. » Pourquoi pas, hein? Non, c'était pas ça, c'était quoi? Avec des Tupperware pour prendre de... Je vais me faire engueuler. Non, je vous dis. Pour mettre les légumes et la viande, on utilise... Enfin, les vendeurs nous donnent 2 sachets en plastique, alors qu'au final, on n'en a pas besoin.
On est d'accord qu'on peut directement les mettre dans nos Tupperware ou dans nos sacs. Oui, c'est ça que je disais. c'est un mouvement qui se répand énormément dans le monde en ce moment. Du coup, Donc voilà, et ça, il faut que le politique, au-delà d'intégrer l'IA pour moins polluer, pour mettre des circuits courts, voilà, il y a tout un sujet politique là-dessus, c'est comment donner ces petites idées en modifiant le quotidien et les pratiques de chacun. Mais du coup, par rapport à la politique d'ensemble au niveau de l'État, vous pensez que ça aura aucun changement? Comment ça? Qu'il n'y aura aucun changement de modèle, en fait? Ben si, on s'en occupe. Là, je finis la thèse, là. En parallèle, je n'ai pas le calendrier précis en tête, hein, mais dans le trimestre, je dois voir M. François de Rugy sur le sujet pour qu'on lance ce sujet-là, justement. Ouais. Ne mettez pas la pression comme ça, c'est dingue. Juste Non, par vous avez rapport raison, à vos pensées, vos idées là-dessus. Ah mais j'y crois. Il faut le faire. De toute façon, si on ne protège pas l'espèce, on ne va pas tenir longtemps. Hein. Salut. Vous qui voyez. En tout cas, le sauna marche très bien ici. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour cet exposé fort intéressant. Je suis Mustapha Sali, responsable du master de PPBS, donc Guillaume aussi. J'avais en fait deux questions. Une question peut-être un peu naïve par rapport aux moyens de pression qu'ont les grandes entreprises type Google, Facebook, etc. Vous avez parlé tout à l'heure de lobbyisme pour empêcher de faire passer des lois, empêcher les gens de légiférer. Quels sont les moyens de pression? Parce qu'en fait, quand on regarde bien, c'est des entreprises qui n'emploient pas énormément de monde, en tout cas en France. Ça reste Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de collusion entre les intérêts privés et intérêts politiques? Est-ce que ces entreprises-là, comme ils ont été probablement à l'origine de certains succès électoraux, ne disent pas écoutez, on a été là pour vous, maintenant c'est à vous de nous renvoyer l'ascenseur? Est-ce qu'il n'y a pas ce genre de discussion, ou en tout cas d'intention? C'est la première question. Deuxième question, en fait, c'était pour rebondir par rapport à la question de tout à l'heure concernant la résilience de certains systèmes politiques. Vous avez montré en introduction de votre exposé qu'il y avait une défiance des Français par rapport aux politiques. Et cette défiance, elle n'est pas née elle n'est pas corrélée à l'apparition de l'intelligence artificielle. Elle est bien antérieure à ça. C'était après mai 68. Voilà. Et il y a eu des questions par rapport à ces questions de défiance, notamment avec la privatisation des médias, le fait que les médias protègent parfois certains intérêts privés. Est-ce qu'il n'y a pas une analogie à faire entre les médias qui fabriquent le consentement, pour reprendre des propos de Chomsky, et aujourd'hui l'intelligence artificielle qui vient détecter des intentions pour fabriquer, en tout cas fournir de l'intention sur mesure? Ça fait 2 thèses en plus, ça c'est cool. Est-ce qu'il y a des lobbyistes? Oui. Tout le monde est lobbyiste. Être lobbyiste, c'est défendre ses intérêts. Donc, il y a des entreprises privées qui défendent leurs intérêts. On en reçoit. Il y a des associations qui défendent leurs intérêts. On en reçoit. Il y a des citoyens qui défendent leurs intérêts. On en reçoit. Après, c'est l'échelle qui est différente. Plus vous allez au niveau européen, plus les grosses entreprises mettent les moyens pour faire du lobbying. Hein. Il y a le cas qui m'a le plus interpellé, c'était le cas de Philip Morris, qui à l'époque ne voulait pas que l'Europe interdise les cigarettes au menthol. Parce que comme ça, vous mettez les cigarettes au menthol, ça fait commencer les ados à fumer, parce que ça a le goût de bonbon, c'est cool. Puis comme ça, ils peuvent crever vers 60 ans, et puis les États payent un peu moins en retraite. Et donc, ils ont fait des fiches sur chaque député européen, avec les informations qu'ils avaient. Et en connaissant chacun, ils ont dit, toi,
T'aimes bien la thune? Je t'offre une baraque à je sais pas combien de millions. Il y a des mecs qui ont fait ah d'accord, c'est cool, je vote pour toi. Ça, c'est le rapport du politique. C'est lui face à son éthique. Hein. Il y en a d'autres qui ont dit mais dis donc, toi t'aimes bien les femmes apparemment. Hein. Mais t'en as plusieurs apparemment aussi. Ta femme est au courant, non? Parce que nous, on t'a fait suivre, il y a des photos. Tu votes pour nous ou pas? Ah, ça me met mal à l'aise. Hein. Donc oui, il y a du lobbying. Mais l'idée, c'est déjà aux politiques de combattre ce lobbying. Après, ça dépend de l'intérêt. Moi, je ne suis pas dans la tête de chacun. Hein. Et après, il y a l'idée des États de protéger ces pratiques-là. C'est ce qui commence à se faire aussi au niveau européen et en France. Et après, il y a le citoyen. Le citoyen qui a beaucoup plus d'informations maintenant, et c'est tant mieux. Et c'est de savoir comment un citoyen peut combattre ces sujets, peut dénoncer. On a eu le cas de Snowden, les lanceurs d'alerte aussi. C'est pour ça qu'il y a eu des lois qui permettent de protéger ces lanceurs d'alerte. Pour dire, attends, il y a des pratiques qui ne sont pas très claires, on doit changer. Donc oui, il y a tout un système ancien avec politique, grandes entreprises, médias versus citoyens à revoir. Parce que parfois, il y a des médias qui jouent très très bien leur rôle, et il y a des médias qui jouent pas très bien leur rôle. Donc c'est tout un système à revoir, mais ça, comme ce sont des pratiques qui sont installées il y a presque au moins un siècle, voire plus, à dénouer, à déconstruire, ça prend aussi beaucoup de temps. Et à mon sens, c'est aux citoyens et aux politiques de combattre ça. Donc j'ai pas de réponse immédiate sur la thèse que vous m'avez proposée, mais en tout cas, c'est mon avis sur le sujet. Oh bah, prends le micro si tu veux. Un jour, tu poseras ta question. Je sais pas si c'est ce soir ou après. Hein, non, mais on connaît la question. Non, il pose pas de question ce soir. C'est sous De Gaulle. Sous De Gaulle, il y avait un ministère de l'information sous De Gaulle qui contrôlait l'information du JT de 13h et 20h. Il disait, oh, ça m'arrange pas, ça m'en met pas. Hop là. Bon, oui, allons-y. D'accord. Vous dites, il y a des médias qui jouent leur rôle, qui le font très bien, et d'autres qui le font pas. Et je pense qu'on peut aussi appliquer ça aux gros moteurs de recherche et tout. Et vous, en tant que représentant des Français, comment vous faites pour vous assurer que... Enfin, vous nous avez dit que n'importe quel réseau social ou n'importe quel moteur pouvait influencer notre façon de... juste en affichant des pop-up ou des... Enfin, c'est tellement puissant, ce pouvoir de distraction. Comment vous faites, vous, pour ne pas vous faire distraire, garder votre éthique, vous entourer de personnes qui, au final, enfin, vous devez être sûr qu'eux aussi ne se font pas influencer. Enfin, je pense que tout ça, c'est le moteur de votre réflexion, de votre éthique. Et que comment vous faites au bout d'un moment pour vous dire les informations que j'ai, je suis sûr que c'est ce que je voulais et que je n'ai pas été influencé par une telle manière ou telle manière. Enfin, moi, je suis comme tous les citoyens. Au revoir. Je suis comme tous les citoyens, je sais pas. C'est bête à dire, mais je me renseigne comme tout le monde. Je prends de la presse écrite. Je prends... hop là. J'ai cassé le matériel de Dauphine. J'ai perdu une roue, c'est ça? Ah, c'est la théorie du complot, tu vois. Et ça. Et encore, c'est avant ta question russe. Hein. Et allez. Merci. L'idée, c'est de se poser des questions, de comparer un maximum d'informations et consulter un maximum de personnes. Après, on se crée nos vérités. L'objectivité n'existe pas. Henri Saval. Et que l'intersubjectivité contradictoire qui existe. C'est-à-dire qu'on compare plein de points de vue de plein de personnes et après on en produit une analyse. Mais une analyse qui est faite aussi de la manière dont on a été programmé nous. Hein. Ça se trouve, j'ai un processus de pensée qui fait que je réfléchis aussi bizarrement et que je prends que des mauvaises décisions. On ne sait pas. On peut pousser très loin dans la réflexion. Hein. En tout cas, l'idée, c'est de se poser la question à chaque fois. J'ai plein d'informations, je vais les croiser, les comparer. Et à un moment aussi, il y a une question de feeling derrière. Mais comme tout citoyen. On se pose des questions. Et l'idée, c'est qu'un maximum de personnes se posent de plus en plus de questions. Tout simplement. Sans rentrer dans les théories du complot complètement tarées. Hein. Tu veux essayer de poser ta question?
Non, interdit. Non, 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est bon, c'est pas une blague. Du coup, merci pour cet exposé. Iron Hack, tu t'appelles? C'est toi? Non, c'est un truc qu'une boîte nous a filé parce qu'ils nous ont appris à coder un peu. D'accord. Et du coup, je me suis dit que... Est-ce que tu faisais du hacking, tout ça? Non. Dommage. c'est une compétence à avoir, paraît-il, de nos jours. Non, parce que c'est classe, Iron Hack. Ouais. Bon, passons. Ouais. Du coup, on a parlé d'enjeux assez cruciaux, d'enjeux de santé, d'enjeux de démocratie, d'enjeux économiques. Il y a des enjeux culturels aussi en termes d'intelligence artificielle, etc., ou même de numérique au sens global. Et du coup, je me demande pourquoi il n'y a toujours pas de commission permanente à l'Assemblée, une commission des affaires numériques. Et est-ce qu'il n'y a pas des députés, vous ou vos camarades, qui militent pour la création d'un espace de travail tel que celui-là? Le numérique, il est noyé dans plein de commissions économiques et celle des affaires culturelles et de l'éducation, à laquelle j'appartiens. Il est un peu splitté. Mais il est surtout piloté, pas par une commission permanente en tant que telle, mais par un comité des choix scientifiques qui est copiloté par Cédric Villani. Et c'est un comité qui est entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc il existe ce comité. Il est permanent, mais il n'a pas, en tout cas, la valeur d'une commission permanente, mais il est de plus en plus écouté, et c'est la demande de Cédric Villani, justement, que ça devienne une commission permanente. Donc il combat, on pousse aussi cette demande pour que ça prenne l'importance que ça doit prendre, en tout cas, dans les enjeux de l'État. J'ai une autre question, du coup, j'ai eu le temps de les mûrir. Faut en profiter, t'as le micro. Je ne sais pas quelle proximité vous avez avec vos collègues européens, mais je voulais savoir si, suite au débat sur la RGPD, est-ce qu'il n'y avait pas eu plus de... si les députés européens ne sont pas plus sensibilisés aux enjeux de l'intelligence artificielle que nos députés franco-français? Ils sont forcément plus sensibilisés parce que déjà, c'est une autre échelle. Moi, je les ai rencontrés quand c'était en février, à la Commission européenne. On a étudié la loi sur les fake news et les enjeux, entre autres, justement, de l'information liée à l'intelligence artificielle. Ils ont une commission qui est très puissante. Ils ont beaucoup plus de moyens aussi d'avoir accès à des très grands scientifiques et des experts. Hein. Donc nous, on est en relation. On ne peut pas être en relation non plus tous les jours. Mais je sais que Cédric l'est, lui. Cédric Villani qui porte ce sujet au niveau, lui, il l'est vraiment aussi. Ouais. Et troisième question, vas-y. Du coup, je vais en faire deux en une. Non, on a le temps. Du coup, vous avez parlé d'un projet de loi sur l'IA à l'échelle européenne. Je ne sais pas si vous avez des infos là-dessus à nous transmettre. Et ensuite, c'était pour réagir à la question de monsieur l'avocat qui est parti. Ouais. Est-ce que vous pensez s'il y a une loi sur l'IA à l'échelle européenne qui pourrait potentiellement appliquer un principe de précaution sur certains usages de l'IA, est-ce que vous ne pensez pas que ça risque de créer un retard stratégique sur justement le sujet de l'intelligence artificielle? Alors déjà qu'on voit qu'il n'y a pas un GAFAM qui est européen, est-ce que ça ne vous inquiète pas à ce niveau-là aussi? Non, je ne suis pas inquiet. Et puis pour l'instant, ce n'est pas un projet de loi. Hein. C'est un projet d'organisation de la régulation. L'idée, c'est de faire pousser et de faire émerger une organisation avec des acteurs publics, des acteurs privés, pour travailler sur cette protection européenne, voire internationale sur le sujet. Donc pour l'instant, je n'ai pas d'inquiétude. Je sais que le sujet est pris en main au niveau de l'Europe, c'est déjà bien, qu'on va y intégrer aussi des cerveaux français, c'est déjà bien aussi. Après, on n'a pas plus de détails pour l'instant là-dessus. Il faudra faire un autre point avec Cédric, éventuellement. J'en ai fini, merci beaucoup. Cool. Apparemment, il y a une soirée dehors. Je ne sais pas si vous êtes invité. Mais... C'est bon. Ah, c'est tous les soirs. Très bien. Bonsoir, je suis Mamadou Ba. Je suis étudiant à Master aussi, MPBS. Je suis membre de l'association MPBS. Donc, la question que j'ai à vous poser, parce que dès le commencement de votre exposé, vous avez parlé d'une définition de la démocratie donnée par Schumpeter, qui est la démocratie, c'est la capacité d'un peuple à élire ses dirigeants. À choisir ses dirigeants. Bon, ok. Donc, désolé alors. Donc, et à partir de là, est-ce que réellement, voyant en fait le taux de rétention en fait de Français lors des élections,
Et en plus, connaissant que maintenant l'IA influence beaucoup sur l'opinion, est-ce que derrière, ce n'est pas l'IA qui vote à la place des personnes? Ça, c'est un. Et deuxièmement, encore, voyant les statistiques que vous avez données concernant l'enquête que vous avez menée auprès des députés, dont c'est 46 personnes qui ont répondu, et dans ça, 45% ne connaissent pas trop l'impact de l'IA. Donc, est-ce que vous pensez que ces personnes qui sont là, lui, sont aptes à faire ou bien à approuver ou à faire un projet de loi et qui pourrait cadrer en fait cet esprit IA, étant donné qu'ils n'ont aucune connaissance là-dessus? Je vais vous répondre avec plaisir. D'accord, bon, c'est ma question. Alors, il y a le... Est-ce que l'IA un jour pourra voter à notre place? Je pense que oui, mais après, il faudra qu'on fasse le choix d'autoriser ou pas le faire. Avant de répondre sur la partie législative, il faudra me le rappeler, parce que des fois, je pars en vrille dans mes réflexions. Paul Lazarsfeld a démontré que les médias n'influençaient pas directement l'opinion. Ça a très peu d'impact. En France, il n'y a que 2 à 5% de personnes qui changent d'avis par les médias pendant une élection, grand maximum. Ce que cherchent à faire les GAFA, c'est d'influencer ceux qui vous influencent. Souvent, on est influencé dans notre cercle par des personnes référentes. Parce qu'on dit, bah là, Jacques, il s'y connaît très bien, ou Catherine, elle s'y connaît très bien parce qu'elle s'intéresse beaucoup à politique. J'entends que tous les matins, elle est devant BFM TV, c'est qu'elle doit être sérieuse. Et donc, vous allez plus écouter ces personnes-là dans votre cercle d'influence. Mais c'est vos influenceurs qui, eux, sont influencés par les médias. Donc les médias n'influencent pas tout le monde, mais influencent vos influenceurs. C'est ce qu'a démontré Lazarsfeld. Et en fait, l'IA renforce l'influence sur les influenceurs. Et pas non. Parce que quelqu'un qui ne va pas voter, souvent, il ne s'intéresse pas forcément à la politique. Ça, c'est la première chose. Pour la partie législative, quand il y a une loi qui est portée, elle est portée par un groupe de spécialistes. Ça peut être la commission permanente ou justement le comité des choix scientifiques. Il y a 9 commissions en tout. Et à chaque fois, c'est étudié dans le fond par des spécialistes. Moi, je suis à l'éducation et affaires culturelles. Donc ça intègre éducation nationale, recherche. Il y a un peu de numérique, il y a le secteur associatif, éducation populaire. Bon, il y a plein de sujets. Mais je ne reçois pas les textes de la santé en premier, par exemple. Ça, c'est les affaires sociales où il y a plein de médecins, d'infirmières, toutes les personnes qui s'y intéressent. Ils sont groupés. Pareil pour les financiers. Chaque secteur, en fait, étudie le texte dans la précision. Et on le porte. Après, notre responsabilité, c'est d'éduquer nos camarades sur les choix et les grandes lignes. Quelqu'un qui n'est pas expert en médecine ou expert en compte public ou en budget, il ne va pas aller savoir quelle taxe on met, quel pourcentage on verse une taxe sur un autre. On va vouloir comprendre les grandes lignes. Et en fait, plusieurs fois par semaine, on a des sessions de 2 heures avec des groupes de députés plus ou moins larges, en commission et après par parti politique, où on s'auto-éduque sur les grands enjeux, les grandes décisions à prendre par rapport au programme qui a été porté aussi, et au retour de nos citoyens sur le sujet. Donc c'est pas quelqu'un, c'est pas un député qui est à la commission, je sais pas, agriculture par exemple, qui va dire bah tiens demain je vais porter un truc sur l'IA parce que c'est cool, c'est fun. Ça va pas passer très très bien, sauf s'il connaît très bien en agriculture et IA. Il y a de beaux projets là-dessus en plus. Bonsoir. Merci pour la présentation. J'aimerais bien savoir, en fait, j'ai 2 questions. Un, c'est au cours de votre thèse, est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous avez fait des méthodes d'estimation sur quel est l'impact de AI quantitativement sur la décision publique, donc la démocratie? Et une deuxième question, c'est la démocratie, ça évolue il y a 2 générations. C'est influencé par la capacité d'un candidat à transmettre ses idées via des discours. Et aujourd'hui, quelle est votre vision d'aujourd'hui ou de demain de démocratie sous l'impact de l'intelligence artificielle? Merci beaucoup. C'était quoi la première question?
Ah oui, non, bah, j'ai fait du qualitatif, principalement. Là, l'idée, c'était d'extraire, en fait, d'aller voir ces experts en disant, mais qu'est-ce qui se cache dans le fond? Qu'est-ce qui se cache au fond de la pulpe là? Il y a un ingénieur d'un laboratoire de recherche fondamentale qui nous a dit, on lui a posé la question, c'est quoi votre plus grand rêve de chercheur en IA? Il dit, bah, c'est de créer un faux humain. C'est-à-dire que je prends des fausses cellules, et puis elles apprennent entre elles par un système autopoïétique, et puis ça nous fait un faux humain. Voilà, ça c'est un rêve. Mais c'est quelque chose qui n'est pas avoué par sa société en tant que telle. Si demain on dit bah, notre objectif, nous, société des GAFA, c'est de faire un faux humain, puis il sera plus performant que vous, c'est pas forcément fiable. Donc on a fait juste du quantitatif pour essayer du qualitatif, pardon, pour essayer de chercher ce qui se passait derrière. On n'a pas fait de quantitatif là-dessus. Après, sur l'impact de l'IA en quantitatif sur les décisions, ça, je ne l'ai pas fait encore. Ça peut être une suite de la thèse. Ça peut être une suite. Mais il y aura un vrai impact, mais c'est intéressant à faire pour le coup, sur les utilisateurs de Twitter, Facebook, YouTube et compagnie. On va peut-être prendre 2 dernières questions. Alexandre, étudiant donc à Dauphine. Je voulais revenir sur ce que vous aviez dit à propos de l'Europe, enfin la France qui ne pourrait pas prendre de décision face aux GAFA de par son manque de puissance. Je voulais remettre en question la capacité de l'Europe à prendre des décisions face à ces GAFA, quand on voit la perméabilité de Bruxelles face au lobby des GAFA, et aussi notamment de l'Irlande qui fait remonter tous les revenus des GAFA chez eux et qui est totalement ouvert au lobby des GAFA. Ça, c'est bientôt supprimé en Irlande. Le fait de... oui, il y avait des incitations fiscales très intéressantes, ce qui fait qu'il y a beaucoup de sociétés américaines qui allaient ouvrir des holdings en Irlande parce qu'elles savaient qu'elles pouvaient trafiquer un peu les chiffres et pas payer d'impôts dans les pays. Ça, c'est une vraie discussion qu'il y a. Ça commence à être corrigé puisque je crois que dans 2 à 3 ans, il sera plus possible pour l'Irlande de le faire. Le temps que aussi que les sociétés s'organisent. Après, j'ai jamais dit que la France ne pouvait pas prendre de décision. Elle en prend aussi avec le RGPD. Ça a pris du temps. Ça n'a peut-être pas eu l'ampleur voulue au début, mais il y a eu une décision légale et qui a dû être appliquée, qui a quand même un peu embêté. Pas totalement, qui a commencé à embêter parce que les GAFA se sont dit ah finalement il y a quand même une force européenne et quand ils veulent voter quelque chose pour protéger leurs citoyens, ils y arrivent. Donc oui, il y a du lobbying comme partout, de moins en moins, parce que maintenant au niveau européen ils sont très très contrôlés. Ils sont aussi très contrôlés dans les entreprises. Je parle des GAFA. Hein. Moi, quand il y a des personnes des GAFA qui m'écrivent, elles sont obligées de mettre en copie un organisme qui vérifie les relations que la société a avec la personnalité politique. Parce que ça peut agir aussi sur leur réputation. Ils ne peuvent plus nous contacter comme ça en direct. Donc il y a des avancées, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Hein. Comme je l'ai dit, il y a un système qui s'est installé. Là, ça va dans le bon sens, à mon avis. Une dernière question, non? Oui? C'est le deuxième tour. C'est pas une belle question? Merci en tout cas. Non, mais en fait, je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur comment faire de la philosophie depuis un très jeune âge était bien. Ouais. Et je voulais vous poser la question sur la place de la pensée systémique au sein de vos des comités, etc. Vous voyez, voilà. Quelle est la place de cette pensée? Parce que moi qui fais des modèles multi-agents, on se base que sur ça et on a du mal à sortir ces paradigmes de pensée puisque maintenant plus rien est statique. Il faut penser tout en relation et interaction entre des objets. Il y a eu un changement qui a été impulsé par Emmanuel Macron. Je ne dis pas ça parce que c'est le patron. Hein. Ça va. Il y aura des preuves, il faudra lui dire. Non, je plaisante. Il n'y a plus aucun projet de loi, par exemple, qui est porté par un seul ministère. Avant, chaque ministère travaillait en silo ou tuyau d'orgue.
et parfois il y avait beaucoup de contradictions. Maintenant, tous les projets de loi qui sont portés, tous les projets qui sont portés par 2 à 3 ministères, parce qu'on veut penser justement le système. On veut penser le parcours de la donnée ou du citoyen qui s'inclut dans tout un système. On ne peut pas parler de numérique sans parler d'économie, sans parler de santé, sans parler d'environnement. Et tous ces projets de loi maintenant sont travaillés en multiministère, donc multi-commissions dans les chambres parlementaires. Donc ça, pour moi, c'est déjà un premier changement de l'intégration de la pensée systémique dans les choix législatifs. Ça, c'est un vrai changement fondamental. On ne le voit pas là tout de suite encore, mais dans les méthodes de travail, je vous promets que le travail en silo n'est plus possible. Et après, il y a aussi cette relation France-Europe en permanence par certaines commissions. Il y a une commission d'ailleurs des affaires européennes qui, eux, sont en relation, les députés qui l'ont intégré sont en relation toutes les semaines avec les commissaires européens, apportent des informations aussi dans chaque commission, qui disent voilà ce qui se fait en Europe, voilà ce qui est prévu en Europe, et voilà comment on peut l'intégrer ou l'adapter aussi au modèle français en multi-commission en France. Voilà. Parce qu'il y avait 2 questions. Mais voilà. Plus théorique, dans le sens de démocratie délibérative, un peu style Habermas, bien voilà. style Habermas, etc. Voilà. Ouais. C'est bon. Là, c'est bon. Ouais. Voir plus près, hein, mais c'est pas. En fait, on parlait de comment les médias et l'Internet avaient un impact sur le langage et du coup sur ce que nous pouvons exprimer et sur ce que nous pouvons comprendre. Comment est-ce que vous pensez que cet aspect-là peut avoir un impact, disons, positif ou négatif sur la délibération et la prise en compte du citoyen dans les débats publics? Mais là, tout va jouer dans l'éducation. D'accord. Tout a été porté, et ce qu'on porte aussi dans les travaux qu'on a lancés, et aussi dans les préconisations et avec la BCDR, c'est attention dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, à la manière dont on s'exprime et la manière dont aussi les autres s'expriment. On ne peut pas, je ne sais pas qui un jour a essayé d'avoir un débat sur Twitter. C'est compliqué d'avoir un débat sur Twitter, hein. Vous avez une pensée complexe, avec aussi une pensée systémique. Vous avez le droit à 120 ou 200 et des brouettes caractères maintenant. Plus avec une pratique un peu bizarre sur Twitter où on interdit de penser presque. Donc l'idée, c'est, quand on parle de philosophie dès le plus jeune âge, ou d'atelier philosophique, il y a un philosophe qui est Raphaël Enthoven, avec qui on a discuté de ce sujet. Lui, il a enseigné des ateliers philosophiques, c'était quoi, en CM1, CM2 ? Il a fait des premiers tests en CM1, CM2, en disant, il ne va pas dans des classes en disant on enseigne du Platon, parce qu'il faut tenir des gamins avec ça, mais il leur dit, par exemple, tiens, je te donne une cape d'invisibilité, qu'est-ce que tu fais? Donc là, il voit les gamins qui disent, moi je fais n'importe quoi, je vais chatouiller bidule, je vais voler des bonbons, bref. Et là, il commence à leur parler de l'apparence. Vous avez vu, quand vous changez d'apparence, il y a un masque qui se fait. Est-ce que tu aurais fait ça en normal? Et donc il installe un débat comme ça, il prend les avis de chacun, il apprend aux enfants à débattre, à faire attention à l'autre, en faisant attention aussi à un niveau de vocabulaire, pour éviter de faire la novlangue, hein, en disant tenez, on a 3 mots chacun, oui, non, bof, et puis on ne peut pas faire des débats avec ça. Donc il y a tout un sujet éducatif là-dessus, une attention portée à l'utilisation et à la sensibilisation de l'utilisation des médias sociaux. Mais sur ça, une autre question qu'on se pose souvent dans les délibérations, c'est qui choisit les sujets de discussion? Donc, dans les médias? En fait, c'est ça. Mais en fait, les médias, par exemple, c'est ça. Et ça, c'est une partie de la délibération que des fois, on ne prend pas en compte. C'est qui choisit de quoi on parle. Est-ce que de quoi on parle, ça va modifier l'opinion que nous avons sur des sujets qui n'ont même rien à voir avec ça, parce que l'être humain aussi, il essaie de minimiser de certaines façons. Mais ça, c'est lié aux influenceurs. On en parlait tout à l'heure des influenceurs, qu'ils soient sur les médias sociaux, dans les médias classiques ou dans la presse écrite. Mais l'État, qu'est-ce qu'il fait contre qu'est-ce qu'il fait avec... Pour la liberté de la presse, on n'y touche pas. Ah non, c'est la liberté de la presse. Donc ça, il faut absolument qu'elle soit protégée. À chacun d'avoir le recul nécessaire et d'avoir l'esprit critique pour dire est-ce que ce sujet est finalement très intéressant, est-ce qu'on tente de m'influencer, est-ce que ça a une vraie importance dans le quotidien. Ça, c'est aux citoyens. Et c'est à l'État d'éduquer les citoyens. C'est pour ça qu'on parle
très jeune âge, pour qu'on puisse être en capacité, au moment où on doit voter, prendre une décision, de dire j'ai été correctement formé, j'ai eu un débat qui me paraissait sain et profond et puissant, et c'était pas juste un combat de rumeurs ou de personnages publics en disant bah, lui il est rigolo parce qu'il a un accent du Sud. Je fais un clin d'œil à Jean Lassalle, que j'apprécie particulièrement, mais il y a une analyse d'un philosophe qui s'est dit bah, regardez la dernière élection présidentielle, on avait un paysan, un beau gosse, c'est bon, on a une femme, on coche toutes les cases. Et puis quand on fait un débat sur TF1, on prend que 5 candidats parce que les autres finalement on s'en fout, ça sert à rien. Donc il y a des vrais débats là-dessus. Il faut se poser ces questions-là. Donc il y a une part de responsabilité des politiques, des médias et des citoyens. Moi je refuse qu'on mette que les 5 caractéristiques qui cochent les cases et on doit donner accès. Donc c'est toute une question qu'on doit se poser avec l'ensemble des citoyens. C'est pour ça aussi qu'on est là pour au moins ouvrir le débat. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et bonne soirée. À très bientôt. Au revoir.